lorsque l'éditeur sera Yaoundé, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour la dernière séquence de la semaine de votre quotidienne Le Grand Soir. Le Grand Soir, comme nous avons coutume de dire, au cœur de l'actualité nous sommes, puisque nous allons évoquer en long et en large le recensement général de la population et habitat qui était censé s'achever aujourd'hui 29, mais qui s'apparente déjà à un casse-tête. Casse-tête parce que l'on évoque de ce côté justement des frais impayés, des revendications des agents recenseurs sur le terrain. On évoque aussi justement des revendications et des zones non couvertes. C'est important puisque certaines zones n'ont quasiment pas été couvertes par ces agents recenseurs. On évoque aussi surtout le budget initial, 13 milliards de francs CFA. Alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre lorsque l'on connaît l'importance de ce grand moment dans la vie de la République camerounaise? On parle de ce recensement général de la population ce soir sur le plateau du Grand Soir. On reviendra aussi sur les tensions sociales au Cameroun. Elles sont nombreuses. Elles vont de la crise anglophone au chômage jeune. On a aussi le coût de la vie qui commence véritablement à poser problème et même les incertitudes liées à la situation politique. On va ce soir évoquer justement ces tensions sociales au Cameroun, mais surtout les réponses gouvernementales. Sont-elles à la hauteur justement des attentes des Camerounais? Peuvent-ils les Camerounais espéraient mieux du gouvernement? On en parle ce soir sur le plateau du Grand Soir. Et lorsque je l'ai dit, on prend le traditionnel break et on revient tout de suite après pour la présentation des éminences qui nous accompagnent ce soir. A tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir, je l'ai dit, nous évoquons le recensement, nous évoquons la situation sociale au Cameroun. Et pour ce faire, nous avons l'honneur, mais surtout le privilège de recevoir en ces lieux le docteur-colonel Didier Badjek qui nous fait l'amitié de sa présence. Bonsoir docteur. Bonsoir Stéphane, bonsoir tout le panel. Je suis très heureux que votre casting, toujours très particulier, fasse que nous ayons des sommités et que la discussion va être tout à fait polie pour qu'on puisse éclairer la lanterne des téléspectateurs qui sont, je suppose, très nombreux derrière leur écran. Merci Dr Badjek pour la présence, mais surtout la confiance renouvelée en justement Info TV. Je tiens toujours à préciser que vous êtes notre consultant pour les questions de sécurité et de stratégie. Merci pour la présence. Autre universitaire présent en ces lieux, c'est le professeur Edmond Bilois, que vous connaissez dans la caste universitaire, mais dont l'affiliation politique ne fait plus aussi des secrets, puisque le RDPC est le parti le seul qu'il connaît. Bonsoir professeur. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous mes co-panélistes et bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs d'Info TV. Merci de m'avoir invité. Ça fait un moment que vous n'êtes plus venu chez nous, professeur. Tout à fait, tout à fait. Merci pour la présence en ce vendredi. Autre acteur politique, El Hadj Ibrahim Maïriga, il est sur le plateau du Grand Soir. Nous lui disons bonsoir et surtout bienvenue. Merci, bonsoir Barga, bonsoir pour l'invitation. Merci de m'associer, n'est-ce pas, en face du professeur Biloa, oui. Le très estimé, le colonel Badjek, que j'ai toujours admiré, j'ai toujours apprécié les interventions. Je me retrouve aujourd'hui avec eux. Vraiment, je dis merci et bonsoir aux téléspectateurs qui vont nous suivre. Nous espérons être à la hauteur. Oui. N'est-ce pas, des thématiques proposées. Merci El Hadj pour la présence renouvelée. Autre acteur, lui, il nous vient justement des amphis, Jacques-Léonce Awono, il est juriste, connu et très bientôt reconnu sur l'intelligentsia au Cameroun. Jacques-Léonce, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants du soir, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, c'est un honneur d'être là. Merci de m'associer une autre fois à la réflexion du Grand Soir de ce soir. Merci Jacques-Léonce. Nouvelle page qui va s'inscrire dans la continuité sur le Grand Soir. Nous aurons désormais l'instant revue de presse. Romare Guafo est dans les loges. On le prendra tout de suite après la légère transition.
Je l'ai dit, une rubrique qui va s'inscrire dans la durée. Nous aurons désormais, et vous avez certainement dû le constater depuis le début de semaine, l'instant dédié à la revue de presse sur le Grand Soir. Romaric est déjà parmi nous. Il va nous entraîner dans les meilleures productions, des meilleurs tabloïds de la place camerounaise. Romaric, bonsoir. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir également à votre riche panel constitué ce soir dans le cadre de cette dernière sortie du Grand Soir. J'ai le grand plaisir d'avoir en face le docteur-colonel Didier Badiek, dont la pertinence sur les questions de stratégie ne se discute plus et pas d'ailleurs. Et merci encore de me donner le privilège d'être aux côtés du grand professeur le recteur de Montvoul-Bilois. Merci de me convier à cet échange. Alors Romaric, vous êtes là pour justement nous décliner les meilleures productions des meilleurs tabloïds. Alors, que disent les journaux aujourd'hui? Les journaux, effectivement, Stéphane Barga, on va les ouvrir avec le tri-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Van, qui nous conduit dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé, au lieu dit Oja, précisément, avec le professeur Etou Dingwa, qui a justement livré des propos devant la presse relativement à cette affaire qui a secoué la toile et qui a interrogé l'inquiétude de plusieurs acteurs sociaux. Il s'agit justement du viol, ou présumé viol, de la petite Nawal. Et dans ce morceau choisi, le tri-hebdomadaire La Météo en a tiré un. Si l'école est incriminée, elle sera fermée. Actualité fortement décryptée en page 3 et qui constitue la grande une de ce journal dans sa parution de ce jour. Les propos du ministre de l'Éducation de base ce 28 mai au groupe scolaire bilingue Gloire Olympique d'Oja dans le 4e arrondissement de Yaoundé au sujet du viol de la petite Joyce Nawal, âgée de 3 ans seulement, affirme le journal dans sa parution de ce jour. Et pendant que le tri-hebdomadaire La Météo traite effectivement cette actualité, Informateur le quotidien de Dieudonné Van s'intéresse également à cette affaire, l'affaire Joyce Nawal, sérénité et autres, de retour à Oja, en droite ligne dont des recommandations du chef de l'État Paul Biya au sujet de ce drame qui fait le buzz. Au Cameroun et ailleurs depuis lundi dernier, le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Etou Dingwa, s'est ce 28 mai immédiatement rendu au groupe scolaire bilingue Gloire Olympique dans le 4e arrondissement de Yaoundé. L'objectif visé était donc d'appeler au calme en attendant les résultats de l'enquête que justice soit rendue à la petite fille âgée de 3 ans. Actualité à retrouver en grande une du quotidien Informateur de Dieudonné Van. Focus Ndiaoué, à travers le messager, également épouse cette logique informationnelle. Affaire Joyce Nawal, à mort les violeurs, s'exclame donc le journal dans sa parution de ce jour. Georges Alain Boyomo, de l'autre côté, dans Mutation, parle de l'affaire du viol, justice pour Joyce. Les pages 4 à 6 parlent justement de cette manifestation organisée hier devant son établissement scolaire qui pousse le gouvernement à se saisir du dossier. Les conclusions des enquêtes administratives et judiciaires sont vivement attendues. Et puis l'info à chaud revient justement sur les propos du ministre de l'Éducation de base relativement au viol de bébé Joyce Nawal, Paul Biya, qui appelle donc le peuple au calme. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana ouvre la brèche à une autre actualité, notamment celle de la route Mora d'Abanga Koussery, avec l'espoir qui renaît. C'est la grande une justement de ce journal dans sa parution ce jour. Après plusieurs années de péripéties, le lancement des travaux de reconstruction de cet axe stratégique dans la région de l'extrême nord hier par le ministre des Travaux publics est une bonne nouvelle pour la reprise des échanges et même un grand soulagement pour les populations. Et puis un autre journal qui s'y intéresse, c'est Guiba Gatama à travers l'œil du Sahel, qui nous conduit également à Moradabanga Koussery, le ministre des Travaux publics qui relance dans le chantier de tous les espoirs. C'est la grande une de ce journal dans sa parution de ce jour. Le jour d'Aman Mana fait allusion à l'édition La mort du livre camerounais, avec d'ailleurs 4 révélations en grande une. La première porte sur l'SBN, suspendue depuis plus d'1 an, une loi scélérate publiée en catimini, et puis le marché camerounais livré aux éditeurs étrangers. Les explications du ministre des Arts et de la Culture sont à retrouver dans les colonnes du journal Le Jour dans sa parution de ce vendredi. Le quotidien Réalité Plus revient justement sur cette autre exclamation, c'est terminé. Des secrets seront lus, j'ai envie de dire des décrets seront lus, c'est la grande une justement de ce journal. Le nouveau gouvernement, nomination des DG, DGA et PCA, des gouverneurs, préfets et sous-préfets, ce sera lancé, ça va donc s'enchaîner jusqu'à le pays va bouger. Les Camerounais ont beaucoup attendu le président Paul Biya
a compris. Soyons donc prêts. C'est la grande révélation à retrouver en grande une du journal Le Quotidien Réalité Plus dans son numéro de ce jour. La riposte revient sur les questions de performance institutionnelle et reconnaissance nationale. Le leadership du directeur général de la Caisse autonome d'amortissement salué par un prestigieux prix d'excellence managériale. Alors qu'on fait allusion justement à cette actualité, on revient avec les questions autour du sport. Info Sport, le retour au bercail des héros du sport. Le Cameroun qui célèbre donc ses champions après plusieurs mois de compétition à travers l'Afrique et le monde. Les héros du sport camerounais ont effectué un retour triomphal au pays, accueilli mardi justement le 26 mai dernier au Palais des Sports de Yaoundé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi. Les athlètes médaillés de 13 compétitions internationales du premier semestre 2026 ont été célébrés pour leur performance et surtout leur contribution au rayonnement du Cameroun, une cérémonie marquée par la fierté nationale et surtout l'ambition d'un nouveau septennat placé sous le signe de l'excellence, activité majeure à retrouver au sein de ce journal Infosport. Perspective d'Afrique également fait allusion à cette actualité sport et patriotisme, un retour très glorieux des champions et pour sortir justement de cette revue de presse pour la dernière livraison de la semaine. Stéphane, on le fera avec le hebdomadaire bilingue, la tribune de Franck Duclerc Billet qui s'intéresse au secteur minier au Cameroun, le Sinapro Batiocam qui déclare la guerre ouverte à la Sonamine. De quoi est-ce qu'il est question? L'actualité décryptée en page 4 de ce journal dans sa parution de ce vendredi. Merci Romaric pour justement ce parcours en long, en filigrane et en simultané des meilleures unes de presse parues à la rédaction centrale de Info TV. Très certainement, on se retrouvera la semaine prochaine avec le même plaisir. Avec le même plaisir, Stéphane Barga, et très bon suite débat. Merci à vous Romaric. Alors, je me tourne tout de suite vers le docteur Badjek. Docteur, nous avons vu une foultitude de une défilée. Est-ce qu'on peut capter votre ressenti sur une peut-être vous aura de façon particulière interpellé? Vous savez que la densité qui a été portée sur le viol de la petite Lawal Joyce fait qu'aujourd'hui le parent que je suis, le grand-père que je suis est tout à fait interpellé sur un acte abominable qui interpelle plusieurs acteurs dans la ligne. Parce que, faut-il le dire, comment un enfant peut-il être violé à cet âge dans une enceinte scolaire? Alors, il y va de la responsabilité, non seulement, on va dire ce que l'on va dire, il y va de la responsabilité de cette institution même, qui devrait être capable de pouvoir avoir un œil sur les enfants les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants de cet âge-là, et même des parents, qui devraient être capables de savoir où sont les enfants, s'ils sont entrés dans l'enceinte, et s'ils ont été récupérés avec toute sécurité. Et là, ça pose aussi le problème, n'est-ce pas, de l'érection de plusieurs établissements aujourd'hui à qui on donne des autorisations et qui n'ont pas toujours... La question des agréments. Voilà, la question des agréments. Et ensuite, ce problème a posé d'autres problèmes avec une vindicte populaire qui a failli, n'est-ce pas, avoir lieu pour montrer que eh bien, les Camerounais aujourd'hui, les populations sont assez éruptives et veulent jouer le rôle institutionnel, ce qui n'est pas possible parce que le rôle institutionnel est joué par le substrat régalien. Merci docteur Badjek. Professeur, on a vu une foultitude de journaux. Un vous aura particulièrement interpellé ou alors vous rejoignez le colonel sur justement cette clameur qui a été porté par le peuple qui justement refute ces actes abominables qui ont tendance désormais à s'inscrire dans la normalité dans notre société. Oui, ce qui s'est passé dans cette école est tellement choquant que on ne peut pas ne pas être sensible. La météo en a parlé. On ne peut pas ne pas être sensible à ce qui s'est passé. Les enfants camerounais doivent être en sécurité une fois qu'ils sont dans l'enceinte scolaire, parce que on n'imagine pas que les enfants soient dans l'insécurité totale dans une enceinte scolaire. Donc, c'est tout à fait important qu'il y ait des enquêtes qui soient menées dans cette affaire le plus sérieusement possible. Oui. Je pense que, au titre de mesures conservatoires, à tout le moins, on aurait dû interpeller tous les hommes qui étaient dans cette école à ce moment-là. Oui. Voilà, donc, on ne peut pas faire comme si c'est une affaire qu'on peut
traiter lentement, doucement, etc. C'est vrai que le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Njingwa, a porté la parole présidentielle sur ce dossier et a donné justement les orientations du président, mais surtout le ressenti global du gouvernement du Cameroun sur la situation. Il a appelé au calme, c'est une très bonne chose, mais je dis que la justice ne peut pas prendre son temps pour une affaire comme celle-là. Il y a urgence en la matière. Merci professeur. El Hadj Ibrahim, on a vu quelques journaux, un vous a particulièrement interpellé. Justement, le même sujet, vraiment, je ne voulais pas de deux aînés, parce que là, moi j'accuse la communication. La communication a échoué sur tout le plan. À quel niveau la communication? Parce que quand vous suivez ce que les parents disent, l'établissement, même l'arrivée du ministre qui vient nous dire directement le chef de l'État a demandé. Donc si le chef de l'État ne demandait pas, il ne serait pas là-bas. Donc le véritable problème de la communication a échoué. Pourquoi? Parce que quand on vous dit qu'un enfant de cet âge, 3 ans, violé et que le père est venu chercher la fille à 16 heures, il n'a rien remarqué sur la fille. Une fille de cet âge qui est violée par un homme d'un certain âge devait continuer à saigner au moins pour 2 jours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur le dossier et que peut-être il faudrait laisser les enfants se poursuivre. Et c'est ça. Avant de prendre position. Le professeur Bilo a dit quelque chose de très sérieux, n'est-ce pas? Que la justice vraiment a son travail. Parce que l'émotion emportée sur la présomption d'innocence même. Donc vous voyez, il doit y avoir quand même, n'est-ce pas, un dégât terrible. Parce que les gars sont allés acheter pour brûler l'établissement. Et pour une première fois, vous voyez, l'établissement porte plainte, les parents portent plainte. C'est une confusion totale. Une confusion totale. Il peut y avoir viol. Le père qui vient chercher une fille de 3 ans, j'ai des enfants, 3 ans, qu'on viole et qu'elle ne continue pas à saigner jusqu'à arriver à la maison, c'est après des heures qu'on vient revendiquer, que la maman dit c'est au moment où elle voulait faire la toilette de l'enfant, elle constate la présence du sang sur sa tenue. C'est très grave. Non, c'est très grave, vraiment, que la justice. Parce que chez nous ici, si vous voyez la population se fâcher comme ça, c'est ce manque de sérieux de notre justice. Quand il y a un cas comme ça, on dit l'enquête est là. Maintenant, les parents, on doit faire venir les parents. Peut-être les demander même de petits présents pour vous accélérer les enquêtes. Sur la même veine que le professeur Edmond. C'est ça le problème de notre pays. C'est ça. Après quelques temps, l'histoire va passer comme ça. Merci, El Hadj. Je me tourne vers vous, Jacques Léonce. On a vu de nombreuses unes. Une vous a particulièrement interpellé. Ou alors, vous aussi vous inscrivez justement sur cette clameur, sur les pas de cette clameur qui dit non, plus jamais ça sur nos enfants. Stéphane, on ne peut pas rester silencieux face à une telle affaire. C'est la preuve que le Cameroun, notre pays, est désormais le laboratoire de production des monstres. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'un être humain, qui est en possession de toutes ses facultés mentales, peut arriver à ce point-là. Un enfant qui n'a pas encore 3 ans, c'est inadmissible, c'est inconcevable. On a envie de croire qu'au Cameroun, il n'y a que des monstres. C'est inadmissible, ce n'est même pas humain. Donc, on ne peut pas rester silencieux face à une telle affaire. La remarque que moi je peux faire, c'est que on dit que la justice est rendue au nom du peuple. Mais on se trouve fatalement dans un contexte où ce peuple est obligé parfois de faire des manifestations pour que finalement la justice se prononce. Pour que finalement la justice soit rendue. Vous avez vu que c'est quand si la mère était restée silencieuse, on n'en parlerait pas, personne ne serait au courant. Au-delà de la mer, justement, ces populations qui sont allées au-devant de l'établissement dire leur ras-le-bol. Justement, cette mobilisation populaire qui a poussé finalement la justice à se saisir de l'affaire et qui finalement a poussé tous les ministres sectoriels à se déplacer et aussi à se saisir de cette affaire qui quand même est choquante, terriblement choquante. On parle quand même d'une fillette de moins de 3 ans qui, nous dit-on, pour diffamation. Voilà, on va profiter de ce moment pour aussi dire bonsoir et bienvenue à Thomas Béga. C'est un journaliste, un aîné dans la profession, c'est le directeur de la publication de La Lucarne. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir M. Mbaga et bonsoir à nos téléregadeurs et téléregadrices, sans oublier nos, j'allais dire, les collaborateurs, d'autres qui sont des collègues, d'autres qui sont des aînés. C'est un plateau relevé
qui me donne l'opportunité aujourd'hui d'échanger avec eux. Merci pour l'honneur qu'Info TV m'accorde et bonsoir à toutes les populations. Merci, cher Thomas Mbega. Vous arrivez au moment où, justement, la parole est libre et chacun donne un avis sur les différentes unes qui ont été portées à notre connaissance par Romaric Ouafeu. Ou alors, si vous n'avez pas eu, justement, écho de ces unes-là, on peut vous donner la parole sur cette folle actualité qui défraie la chronique depuis hier au Cameroun et qui a vu, justement, l'establishment de l'éducation se porter en un lieu. École, bon, on ne va pas donner le nom, on la connaît. Est-ce que vous comprenez justement la récurrence de ce type d'actes dans la société camerounaise? Est-elle, cette récurrence-là, signe d'un malaise ou alors d'une déliquescence qui ne dit pas son nom? Comment est-ce qu'on en arrive à ce que les enfants de 3 ans soient martyrisés de la sorte, comme c'est le cas depuis hier et ce que nous observons? Si rapidement des gens pouvaient faire une forme d'état des lieux de notre société globalement, notre société traverse des moments très complexes, Oui. très délicats, où les valeurs sont réquestionnées. On se demande encore si les valeurs existent, où la crainte de Dieu même a foutu le camp. Il y a une kyrielle. C'est une question périphérique aujourd'hui, la crainte de Dieu. Bien entendu, selon certains, malheureusement. bien entendu, il y a une certaine époque, moi j'ai dépassé longtemps la cinquantaine, mais il y a une certaine époque du côté de Garoua, à 30 km même de Maroua. Oui. Des enfants venaient prendre des vélos, allaient s'amuser et venaient remettre les vélos. On l'a vécu de 1975 à 1980. Il y a aussi une époque. Aujourd'hui, déposer un vélo, vous allez voir le résultat après, chacun va se servir. Et il y a aussi une époque où nos parents nous gardaient chez les voisins, où on allait chez le voisin attendre que les parents reviennent, ou alors on nous envoyait chez la tante, chez le cousin pendant les vacances. Je connais avec moi que cette époque vont disparaître. Cette époque est révolue. Donc, en faisant déjà l'état des lieux de notre société, fort est de constater que notre société est en pleine déliquescence. Les valeurs ont foutu le camp. La faute à quoi? Alors, avant de pouvoir, j'ai eu déjà à me crêper le chignon plusieurs fois sur ce plateau avec certaines personnes qui tout de suite vont pointer le doigt accusateur vers l'État. C'est une responsabilité partagée. On ne saurait pointer directement le doigt et dire voilà c'est le RDPC, voilà c'est Tofus ou je ne sais qui. La responsabilité me semble être partagée. C'est vrai qu'il y a des leviers au niveau de l'État qu'on traîne souvent à activer. Oui. Il a fallu que cette comme la justice qui a été évoquée par le professeur Bilois. Bien entendu, il a fallu que l'IR soit déclenché pour que les personnalités incarnant le pouvoir, l'État, puissent faire le mouvement. Oui. Est-ce que ce n'est pas l'opportunité aussi de quereller la problématique de communication? Je veux bien qu'elle se considère, la justice, comme la grande muette, la grande silencieuse. Mais non, je n'attaque personne, mais je voudrais dire ici qu'il y a eu un déficit communicationnel. Est-ce qu'on a besoin de sonner la cloche pour demander par exemple au procureur ou bien au responsable de la justice de faire une conférence de presse? Ou une auto-saisine. Voilà, bien entendu, c'est des lacunes. Je soulève juste en passant une kyrielle, n'est-ce pas, de mécanismes et de leviers qu'on pouvait activer. Mais tu as une autre responsabilité via laquelle je vais sortir, que la responsabilité parentale. Quelque part aussi, le foyer est questionné, la famille est querellée. Oui. Quand nous nous asseyons avec l'enfant et nous nous mettons à banaliser un certain nombre de choses. Le sexe est banalisé, l'insulte est banalisée. Moi, j'ai vu dans les réseaux sociaux un aîné comme le colonel Badjek pour qui j'ai beaucoup de respect. Pas parce que je partage le même coiffeur avec lui. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a bossé dans ce pays. Vous voyez, un temps soit peu, c'est pas mais qui sans vergogne est insulté. Oui. Parfois, vous allez regarder le personnage même qui insulte. On est à se poser un grand nombre de questions. Donc, on est à l'entame d'une émission. Je ne vais peut-être pas déboucher sur une solution. S'il y a une solution, c'est déjà qu'il y ait une prise de conscience globale de chacun de nous. Prenons conscience qu'il y a une introspection au-dedans de nous. Et davantage, voyons, je suis convaincu en sortant que l'individu qui a perpétré cet acte a dû profiter d'une faille, soit à la maison,
soit à l'école. On va Mais dire il ne faut qu'on- pas qu'on soit, j'allais dire, péremptoire en disant tout de suite que l'école est fautive ou bien les parents sont fautifs. Il y a quelque chose qui s'est glissé, qui s'est lézardé et qui a permis, n'est-ce pas, que cette action soit menée. Et Et on ça va- participe de ce que nous dénonçons tout le temps sur les plateaux, de ces gens qui pensent que en couchant avec une vierge, ils vont obtenir plus de grâce. Tout s'obtient dans le travail et dans la discipline. Merci Thomas. Voilà. On va donc dire et souhaiter que la justice fasse son travail de la façon la plus rapide pour que justement justice soit rendue sur cette problématique hautement sensible. Une fois que je l'ai dit, on sort justement d'une affaire pour plonger pieds et poings liés dans une autre. Je commence avec vous, professeur Edmond Bilois. C'est aujourd'hui 29 justement que le recensement aurait dû être clos si justement le calendrier est respecté, mais à date, nous sommes à 17h et une trentaine de minutes, il n'y a eu aucune communication sur la question. Que se passe-t-il, professeur Edmond Bilois? Peut-on s'attendre à ce qu'il y ait des données, des chiffres fiables qui pourront aider justement à la prise de décision publique lorsque l'on sait que ce recensement en lui-même n'aura jamais été un long fleuve tranquille? Bon, il n'y aura pas de données à l'immédiat. Ça peut prendre quelque temps. Parce que, comme vous le savez, ce n'est pas l'organisme qui procède au recensement qui donne les résultats. Oui. C'est l'autorité publique. C'est l'autorité politique. Le dernier recensement qui s'est déroulé il y a une vingtaine d'années, je ne me souviens pas avoir déjà vu les résultats de ce recensement. Bon, donc, naturellement, il y a des résultats officieux, il y a des résultats qui sont donnés par Vous les avez? les organisations internationales, pas les organisations internationales. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les résultats de ce recensement soient donnés à l'immédiat. Maintenant, on est en droit de se poser un certain nombre de questions, Oui. parce que, étant donné les dissensions et les remous qui ont secoué le processus, on peut se demander si le processus est allé à son terme. J'ai causé hier avec quelques agents recenseurs qui m'ont dit qu'instruction leur a été donnée d'aller jusqu'au bout du processus, qu'on leur a dit de continuer à travailler. Et je leur ai demandé s'ils avaient reçu ce qu'ils attendaient, et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient. Bon, donc, étant donné tous ces problèmes-là, vous faites bien de dire que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Oui. Étant donné tous ces problèmes, toutes ces dissensions, les disputes entre les agents recenseurs et les gouvernants, et non, on est en droit de s'inquiéter et de se poser la question de savoir si les résultats seront pertinents, si les résultats seront crédibles. Naturellement, puisque nous sommes Camerounais et nous sommes tous patriotes, on souhaiterait que les résultats soient pertinents, que les résultats soient crédibles. Mais quand les gens chargés du recensement sont à couteau tiré avec les gouvernants, est-ce qu'on peut être sûr que le recensement a été bien fait? Est-ce qu'on peut être sûr que les résultats seront crédibles? Autant de questions que je me pose, n'est-ce pas? Donc, Oui. nous aurions voulu que les gouvernants s'expriment sur la question. Et vous savez que c'était le recensement de la population et de l'habitat. Oui. Bon, c'était le recensement de... Une formule qui au départ a suscité quand même des interrogations, avec un formulaire assez alourdi où il fallait prendre assez de temps pour répondre aux questions. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu 4 recensements. Oui, parce que quand En vous un seul avez... packaging. Oui, en un seul packaging, quand vous avez la population, c'est déjà un recensement. C'est un travail énorme. L'habitat, mais Encore plus. c'est fastidieux. Dans les mégalopoles comme Yaoundé et Douala, c'est pas facile. Et puis maintenant, vous avez donc l'agriculture, l'élevage et tout ça. Donc, on a peut-être eu 4 ou 5 recensements en un packaging. Et donc, autant de problèmes qui pourraient rendre difficile Oui. le traitement des données qui ont été recueillies.
Merci, professeur Hadj Mariga. Je me tourne vers vous. Les Camerounais sont impatients de connaître combien ils sont. Peut-être qu'ils devront encore attendre, puisque l'affaire, pour le moins, se semble mal embarquée. Depuis le 22 mai, je ne trahis pas de secret ici, les agents recenseurs ont décidé quasiment de cesser le travail. Pour les plus patriotes, comme le professeur le souhaitait, pour les plus téméraires, ils disent bloquer justement les cahiers de recensement si justement leur dû ne leur est pas payé. Ils ont même d'ailleurs écrit pour la circonstance au Premier ministre. Est-ce que dans ces conditions-là, l'État du Cameroun, qui attend justement ces indicateurs en termes de démographie, est en droit de se rassurer quant à la fiabilité des chiffres qui seront avancés? Peut-on penser que ce sera véritablement les chiffres du nombre de Camerounais réels qui seront produits lorsqu'on voudra bien? Parce que là aussi, il y a un problème lorsqu'on voudra bien communiquer sur la question. Stéphane Barga, vous savez, ce pays, c'est quand il s'agit du autre qu'on parle toujours du patriotisme. Vous avez quand même recruté des jeunes et des gens d'un certain âge. 550 000 personnes pour tout l'étendue du territoire entre contrôleurs, superviseurs ou autres. Le budget était là, avec l'appui... On évoque 13 milliards. 13 milliards, quelques. Et 7 milliards d'appui de la Banque mondiale. Est-ce qu'on n'avait pas prévu ce budget? La répartition n'avait pas été faite. Aujourd'hui, ils revendiquent quoi? Les indemnités de la formation et du transport. Voilà ce qui est principalement revendiqué. On parle de 1500 pour les zones urbaines et 3000 pour les zones rurales. Voilà. Après pratiquement 21 ans, parce que même la dernière fois, c'était en quelle année? 2005. Nous n'avons pas le résultat jusqu'aujourd'hui. Et durant tout ce temps-là, l'État du Cameroun n'a pas préparé vraiment un truc sérieux. Parce que là, nous attendons à rien. Ça, moi, jusqu'à l'heure où j'entrais ici, je n'ai pas été recensé. Je n'ai vu aucun agent recensé des mesures là dans la ville. Quand j'ai vu la thématique ce matin, j'ai interrogé, j'ai essayé d'appeler tout le voisinage. Est-ce que durant mon absence, quelqu'un n'a jamais recensé? Rien. Je suis à Dagoubert, comme on appelle, au Nanakol-Bisson. Toute la zone là. Bon, comment on pouvait rendre quelque chose fiable si moi qui suis à la capitale du Cameroun là, je suis résident de la capitale, je n'ai pas vu un agent recensé, je ne suis pas été recensé. On doit me compter aussi là-dedans. Donc il y a ce manque du sérieux dans presque tous les domaines de la République. Parce que si nous voulons aider aussi le président Paul Biya qui ne sort pas, qui a le renseignement selon un canal que lui-même a bien défini, où les gens peuvent discriminer le dossier et tout. Donc, il n'est au courant presque de rien. Les gens à qui on a sous-traité cela, la dame même qui est à la tête de ce recensement, quand vous voyez l'âge de cette dame, est-ce qu'il a même de pouvoir vraiment lui avoir la vigueur pour travailler, superviser des choses? Donc, il y a ce manque du sérieux dans ce pays, où après 43 ans de gestion d'un pays, on trouve, ne serait-ce que le recensement, nos dirigeants peuvent dire comment ils gèrent alors le Cameroun. Parce que le recensement, c'est une boussole. C'est à travers tout le développement. Pour les dirigeants, même pour les investisseurs. Même pour les investisseurs. Ils savent quelle zone, n'est-ce pas, du pays choisi, compte tenu de sa densité de la population. Bon, quand on est toujours dans un flou, entretenu savamment par des personnes, allez chercher là où les 13 milliards sont passés, bientôt vous allez savoir. Ce n'est pas une magie. Quand tu dis ça, les gens directement disent que tu es l'ennemi du Paul Biya. Vous n'aimez pas Paul Biya. Mais qu'est-ce qu'on a à faire? Paul Biya travaille pour le Cameroun, il est salarié de l'État Cameroun, de nos impôts. Nous avons le pouvoir de questionner ce qu'il fait. Et si lui n'a pas mis de personnes sérieuses autour de lui qui peuvent faire ne serait-ce que le travail. Il gère le Cameroun comment depuis 22 ans. On vous dit comme l'INC fait des projections. Mais ici à Tibati, je suis de Tibati, combien de populations à Tibati? On a créé un lycée technique, un lycée, je ne sais pas là quoi. Donc, il y a un manque du sérieux, je vous assure. Nous attendons à rien. L'argent est dilapidé, 13 milliards, plus de 7 milliards de la Banque mondiale. C'est dans les poches de personnes. Merci El Hadj Ibrahim. Je me tourne vers vous, Jacques Léonce. C'est vrai que la question pourrait être multiforme. On a justement un
peuple, les Camerounais, qui justement aimeraient savoir combien ils sont. On a un gouvernement aussi attentif à cette donnée statistique. On a des investisseurs qui sont aussi vigilants sur ces questions. Mais on a malheureusement une structure, on a des acteurs sur le terrain, on a un ensemble de personnes qui ne s'accordent sur rien, des agents recenseurs qui confisquent les dossiers, prétendant ne pas être payés. On a des chiffres avancés, on évoque 13 milliards de budget, mais jusqu'ici, nous sommes le 29, ça devrait être le grand jour de clôture, rien à se mettre là-dedans. Stéphane, le Cameroun est une grosse scène de théâtre. C'est-à-dire que vraiment, où évidemment le seul metteur en scène, c'est M. Biya. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'en 2026, on peut nous ramener les types de recensement de 1960, où on envoie des gens aller compter physiquement les personnes. En 2026 au Cameroun. On a quand même vu des tablettes, des nouvelles technologies, certainement, Jacques Léonce. Oui, mais ces gens-là allaient sur le terrain compter physiquement des gens dans des maisons. Vous opérez comme ça en 2026 et vous attendez quel résultat crédible? Quel résultat qu'on peut véritablement accorder à ce type de recensement où des jeunes sont censés aller dans des maisons compter physiquement des personnes et puis ils sont censés remplir des fiches, beaucoup de fiches là. Mais quelle est la crédibilité qu'on est censé accorder à ce type de travail où un recensement est fait à la main, où des jeunes sont censés remplir eux-mêmes par eux-mêmes à la main? Quelle est la crédibilité qu'on peut accorder ça? Alors, et puis, à ce niveau, Jacques Léonce, les jeunes ne vous ont pas dit qu'ils étaient incompétents ou alors inaptes à le faire, mais les jeunes disent qu'ils n'ont pas été payés et que, justement, il faudrait qu'ils soient payés pour que le travail redémarre. Non, mais Stéphane, je questionne d'abord le type de recensement en 2026. Mais il y a les outils modernes. Stéphane n'a plus besoin d'aller physiquement compter des personnes en 2026. Mais le Cameroun est dans quel monde? Donc, il y a d'abord le type de recensement. Ensuite, il y a aussi ça. Vraiment, on nous parle de 13 milliards. 13 milliards, Stéphane. Seulement pour que des gens travaillent pendant moins d'un mois. Je crois que ça fait moins d'un mois. 24 avril, voilà. Donc, jour de lancement. Donc vraiment, mais 13 milliards pour si peu de temps. Et les gens n'arrivent même pas à être payés pour le travail qu'ils ont fait. Mais finalement, on va nous dire que les 13 milliards ont servi à quoi? 13 milliards seulement pour le recensement. Et les gens réussissent à ne pas être payés. Des jeunes qui, effectivement, ont été engagés pour les besoins de la cause, réclament leur dû. Mais alors qu'on parle de 13 milliards quand même. C'est 13 000 millions, Stéphane. Mais ça a servi à quoi? L'argent de la Banque mondiale est là. Si on réussit pas à payer l'argent de la caisse autonome, la Banque mondiale est à la caisse autonome d'amortissement. Oui. 7 milliards. Voilà. On aurait pu déjà commencer à désintéresser les enfants. Enfin, je dis les enfants, c'est-à-dire par rapport à moi. C'est les jeunes par rapport à moi. Les jeunes qui travaillent là, on aurait pu les désintéresser dès le premier jour. Excusez-moi, Jacques. C'est vraiment, ça frôle le ridicule. Mais on ne peut pas s'amuser avec les Camerounais de la sorte. Encore qu'il y a eu un recensement de 2005. Maïga a dit qu'on n'a pas toujours le résultat de ce recensement-là. Ce n'est jamais officiel. Mais celui-ci, il a encore engagé. Mais vraiment, vous comprenez que... Moi, je comprends que finalement, des gens trouvent des opportunités pour s'en mettre plein les poches. L'objectif, ce n'est pas de compter les Camerounais. L'objectif, à la fin, ce n'est pas de savoir combien nous sommes en tant que Camerounais. Mais l'objectif de ceux qui lancent ce type d'opération, c'est de s'en mettre davantage plein les poches. Parce qu'on ne comprend pas que on parle de 13 milliards, plus 7 milliards, mais des jeunes qui ont été recrutés. Il faut aussi rappeler à ces jeunes-là que le contrat de travail n'est pas que écrit. On fait savoir qu'ils n'ont pas rempli un contrat. Mais verbalement, ça peut être fait. Un contrat de travail peut être verbal. S'ils ont été engagés, ils ont des doubles matériel, ils ont... ça veut dire qu'en réalité, ils ont été recrutés par l'État pour faire ce travail-là. Ils peuvent donc rester en justice. Mais pour l'instant, ils vont confisquer les données. Non, ce n'est pas la solution. Là aussi, c'est un manque de culture juridique. Vraiment, il ne faut pas se faire justice soi-même. Parce qu'en même temps, c'est une rétention sans droit ni titre de la chose d'autrui. On peut pas retenir. Oui, c'est une infraction. Donc vraiment, il ne faut pas conseiller ça à ces jeunes-là. Ce qu'ils ont à faire, ils ont été recrutés. Le contrat de travail peut être écrit. Il peut être verbal, il n'est pas qu'écrit. Oui. Donc certains disent que non, on n'a pas encore. Non, vous avez été recruté sur la base d'un contrat de travail qui peut être verbal. Vous pouvez donc rester en justice contre l'État.
parce que vous n'avez pas été payé pour le travail que vous avez effectué sur le terrain. Donc, vraiment, c'est une grosse blague. Vraiment, qu'on soit là, c'est triper les signaux parce que les enfants ont travaillé, n'ont pas été payés, alors qu'on parle de 13 milliards plus 7 milliards. Cet argent part finalement où? C'est la question. C'est la question. Docteur Badjek, on va revenir justement sur les fondamentaux. L'État a besoin de connaître combien les Camerounais sont. C'est une aide à la décision. Ça devait justement enrichir la SND 30, ça devait être porté à l'attention des bailleurs de fonds, des investisseurs dans notre pays. L'État prend sur lui, via le Buclep, de justement mettre à disposition 13 milliards de francs CFA. On nous fait savoir qu'il y a la Banque mondiale qui a accompagné cette démarche-là, elle aussi, à hauteur de 7 milliards de francs. Mais on se rend compte, aujourd'hui, qu'il devait être jour de clôture, qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent. Les dernières informations en préparation de cette émission nous font comprendre, nous font savoir que c'est depuis le 22 mai que justement les agents recenseurs ont arrêté de travailler, ont écrit au Premier ministre et chef du gouvernement et estiment ne pas devoir livrer les informations recueillies si leur dû ne leur est pas payé. Qui est-ce que devrait être tenu pour coupable lorsqu'on s'amuse de façon aussi flagrante avec l'image et peut-être même la dignité du Cameroun? Mais je vais déjà dire que nous sommes en face d'une arachnoïde managériale, c'est-à-dire qu'une araignée, et que je ne vais pas analyser cette question sous un prisme politique, parce que ça nous limite énormément, on ne peut plus parler. Et puis le déni n'est pas une stratégie de communication institutionnelle. Oui. Je voudrais dire qu'au premier moment, n'est-ce pas, il y a le véritable problème qui est la désarticulation, n'est-ce pas, ou alors la mauvaise articulation entre certains éléments et la structure qui s'occupe de cette affaire-là. Je suis au grand regret de comprendre que tous les processus qui se passent au Cameroun, nonobstant le fait qu'il y ait de la volonté, il y a une absence totale de stratégie. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que s'il y avait une stratégie, eh bien on aurait vu qu'il y a un défaut de planification dans cette affaire où le calendrier est irréaliste. De deux, il y a eu une surestimation des besoins logistiques. De trois, une mauvaise préparation des équipes. Et de quatre, un financement mal séquencé. Et ça, je voudrais vous dire que ça participe de ce qu'on appelle la SOTR. Docteur, à ce niveau, vous évoquez peut-être la partie qui fait le plus problème aujourd'hui, le financement. Vous évoquez un financement mal séquencé. Est-ce qu'on peut savoir à quel niveau est-ce qu'il est mal séquencé, puisque ceux qui ont travaillé sur le terrain, eux, ils n'ont rien eu? Parce que si l'État a mis les moyens en place, je pense que c'est moins un problème de moyens qu'un problème de gouvernance de moyens. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne voudrais même pas oser parler ici sur le plan stratégique de ce à quoi permet d'arriver en réalité de cette prospective qui permet à tous les prospectivistes de travailler. Donc aujourd'hui, lorsque vous voyez cela, vous allez voir qu'il y a un problème au niveau de la gouvernance administrative qui est faible et aussi au niveau une confusion entre la stabilité et la performance. Là, on commence à s'interroger. Qui a donné le top de cette affaire? On avait confiance en la structure qui dirigeait, qui prétendait diriger ce processus. Et si on arrive aujourd'hui à la fin du processus et qu'on n'a pas les résultats, vous m'avez arrêté tout à l'heure quand je vous parlais du SOTR. Mais la vision stratégique, elle est politique. Elle a été donnée par le chef de l'État. On vous donne une vision stratégique. Maintenant, vous devez implémenter l'opérationnel et planifier. C'est pour ça que j'ai parlé de planification tout à l'heure. Quand vous avez fini de planifier, tactiquement sur le terrain, les équipes s'en vont. Et comme on n'a pas la culture du compte rendu et du retour d'expérience, on rentre et ça va se passer comme les autres projets, au petit bonheur, la chance, n'est-ce pas, pour alimenter et enrichir une coterie. Moi, je dis que si vous êtes tendre, soyez tendre. Moi, je continue à être rigide, neutre. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête cette langue de bois. Il faudrait que les administrateurs, les hommes à qui on donne la responsabilité de diriger certains projets, qu'ils le fassent. Parce que cela tend à la vision. On parle du Buclep, docteur Badjek, mais est-ce qu'eux seuls peuvent porter le chapeau de ce fiasco qui est quasiment enregistré? Mais c'est la structure qui est opérationnelle. Vous voulez que qui porte le chapeau alors qu'ils ont la responsabilité d'organiser. Est-ce qu'ils ont eu l'argent? C'est vrai qu'ils n'ont pas communiqué. Il faut le dire. Les 13 milliards, est-ce qu'ils ont eu l'argent? Les 13 milliards dans leur poche. Vous savez payer les recenseurs. Stéphane, ce qui se passe dans le pays, n'est-ce pas? Si jamais tout est agencé
dans les compartiments que je vous évalue là en ce moment. C'est-à-dire que quand la vision stratégique... Je vais vous dire une chose. N'appelez pas le chef de l'État à venir faire la tactique ou l'opérationnel sur le terrain. Il a sa vision stratégique. Ses conseillers lui ont dit que il faut faire le recensement pour pouvoir orienter la stratégie gouvernementale vers la performance, vers le développement. Ça, c'est ce qu'il vous donne. Alors, quand il va vous donner comme l'autre jour, il vous dit que l'énergie électrique est importante pour l'industrialisation. Vous allez donc créer les barrages sans créer les transports pour transporter l'électricité. Il faut faire attention. Il faut cesser, n'est-ce pas, de donner des statistiques à des gens qui ne font plus l'affaire. C'est pour ça que je vous parle, n'est-ce pas, de la confusion entre la stabilité et la performance. Si jamais les gens ne sont pas capables de pouvoir tenir leurs fonctions, qu'ils partent et que nous soyons nommés à ces places où on peut travailler. Et ça, je le dis sans embâche. Arrêtez un peu de tourner en rond. On a même marre d'une histoire où les projets sont galvaudés alors que la vision stratégique existe. Donc moi, je ne suis pas là pour faire la langue de bois. Je vous dis ce qu'il faut faire exactement. Il manque une stratégie évidente dans tout sens de management. C'est clair. Vision stratégique, implémentation opérationnelle, expérimentation et toutes choses, retour d'expérience et puis l'implémentation tactique, opérationnelle tactique. Et je vais vous dire ça pourquoi. Je vous dis ça parce que je suis un militaire. Vous n'allez jamais voir un militaire créer une planification s'il n'est pas d'avoir allé étudier le terrain. Et c'est ce qu'on vous appelle à faire. Lorsque vous êtes là, vous êtes directeur général ou bien vous êtes autre chose. Mais dites que voici les difficultés qu'on peut rencontrer. Si le projet n'est pas mature, vous ne le menez pas. Oui. Il y a quand même 13 milliards qui sont... Pourquoi s'il n'y a pas les résultats 2005, lancés en 2026 encore? Il y a plusieurs antécédents. Il y a plusieurs antécédents, je ne voudrais pas les nommer ici, mais on se rend compte que c'est un processus qui est boiteux depuis très longtemps. Et c'est pour ça que je ne suis même pas d'accord avec ce qu'on doit faire une communication gouvernementale pour donner les résultats d'une... Mais écoutez, ces résultats me servent. Moi, pour faire un LCB, un référentiel chrysogène, je suis obligé d'avoir des éléments. Le PIB, c'est comment? Il y a quelle population? Quelles sont les politiques sanitaires qu'on peut poser? Quels sont les besoins énergétiques? Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ce sont ce qu'on appelle des outils. Des outils, n'est-ce pas, de prospective. Et c'est à un niveau stratégique extrêmement élevé. Même le gouvernement ne peut pas marcher si jamais il n'a pas ces éléments qui sont fondamentaux. Oui. Et si jamais vous passez 5 ans sans avoir ces outils-là, mais comment vous construisez, n'est-ce pas, votre développement? Beaucoup de questions, Dr Badjek. Je me tourne vers Thomas. Alors, aujourd'hui, on a quasiment des zones entières non recensées. On a des recenseurs démotivés. On aura forcément aussi des résultats biaisés qui n'aideront pas l'État à prendre les bonnes décisions. Comment est-ce qu'on peut construire, justement, se projeter dans l'émergence en 2035 et penser qu'on peut biaiser ou alors galvauder ce type d'aventure avec, justement, les populations? Peut-on penser aujourd'hui que ce soit véritablement une mission impossible qui a été confiée au Bucleb, peut-être sans argent, sans motivation et sans peut-être vision stratégique, comme nous dit le docteur Badjek? Non, la vision stratégique est là. Oui, la vision stratégique est là, puisqu'on a demandé de faire n'est-ce pas? On a demandé de faire rationnel. Planification et... Déjà, c'est le cœur triste et lourd quand j'entends ce qui se dit, non seulement sur la toile, mais ce qui se dit et se raconte sur ce plateau, c'est des faits, et des faits avérés. Et on ne peut que d'emblée être d'abord triste. Et ensuite, avant de faire peut-être l'état des lieux, il faudrait dénoncer un certain nombre de détails parmi lesquels je ne vais peut-être pas rentrer dans l'approche de ceux qui revendiquent leur argent. Une chose est sûre, ils seront payés. Vous y croyez? Bien entendu. Il y a un souci dans lequel je voudrais mettre le doigt. Allez-y. C'est la problématique d'une crise de confiance entre un peuple et son État. On a beau maquiller, on a beau saupoudrer, on a beau faire tout ce qu'on peut faire, nous sommes en face d'un camouflet. C'est un camouflet. C'est un fiasco. Bien entendu. La crise de confiance naît d'un détail. On va dire, peut-être c'est parce que je suis journaliste, directeur de publication. Qu'est-ce que vous avez mis sur pied pour préparer, rendre fertile ce peuple-là à adhérer à ce projet? Rien n'a été fait.
Il n'y a pas eu de communication. C'est pourquoi j'existe comme DP, c'est pourquoi Info TV existe. On ne peut pas sortir de ce débat sans pouvoir dire arrêtez de clochardiser les journalistes, de clochardiser cette profession. Alors, quand on repartit les parts, les responsabilités et autres, on aurait pu enrôler un certain nombre de personnes qui devaient travailler dans le sens de rétablir d'abord la confiance. Il y a une confiance qui est brisée. Il y a un lien qui est coupé entre l'État et le peuple. Le peuple n'a pas confiance. Ne nous leurrons pas. Le peuple n'a pas confiance, le montre. J'ai vu des gens chasser les recenseurs devant leur porte. Leur interdire l'accès. À ce point-là, Bien entendu, si vous ne mettez pas le doigt à cet endroit-là, on est dans le saupoudrage. Je vous dis, j'ai vu des gens dire, vous-même écrivez vos conneries. Je suis en télévision, je n'ai pas envie de répéter les mots. Mais j'ai vu des gens dire, vous-même écrivez vos choses là. J'ai vu même des recenseurs déraper et commencer à demander ce qu'ils ne devraient même pas demander, de la vie privée des gens. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais les gens n'ont pas du tout confiance. À quoi ça sert ce recensement? On n'a pas pris le temps de communiquer. Les gars se disent que on vient les embarquer dans une histoire et après demain on va peut-être augmenter les impôts. Demain, il faut d'abord baliser le chemin par une bonne communication. Il devait enrôler le maximum de presse, le maximum de journalistes pour travailler dans le sens de rendre ce peuple fertile et adhérent à ce projet. C'est un message pour Mme Inkwaché. Vous ne l'avez pas fait. C'est pas que je revendique, même si je revendiquais. C'est tout à fait normal. Mon journal va mourir de faim. Donc, ça c'est un détail qui me semble pour moi important. Bon, maintenant, on dit que ça peine à décoller, pousser. Ça n'a jamais décollé d'ailleurs. Le problème ici, j'insiste, rétablissons la confiance. Comme l'a dit le colonel tout à l'heure, pour pouvoir construire les hôpitaux, si on n'a pas une cartographie claire des humains, comment est-ce qu'on peut avancer? Peut-être lui, il était dans sa stratégie militaire, j'en passe. Mais même dans le management général, si on n'a pas un certain nombre de données, pour moi, c'est élémentaire. C'est pourquoi en télévision, je n'ai même plus envie de revenir dessus. Moi, vous nous avez amené sur la confiance, mais moi, j'aime bien lorsqu'on parle de la finance, puisque c'est elle qui semble être le nœud du problème aujourd'hui. Je voulais sortir par là, justement pour dire que la problématique de fond qui brise cette confiance, c'est la corruption. Quand vous voyez une route qui est supposée être goudronnée, mais qui n'est pas goudronnée, qui est goudronnée sur le papier, mais qui n'est pas goudronnée sur le terrain, vous croyez que ce n'est pas des frustrations? Quand vous faites des grandes annonces disant que l'Ompangar est là, mais qui est là, bientôt telle problématique est résolue, on va finir avec telle ou telle chose, et qu'au bout de 5 ans, de 10 ans, il n'y a pas un retour, racontez tout ce que vous voulez raconter, cette confiance est brisée. Et le peuple se considère comme le dindon de la farce. Oui. Et si donc maintenant nos gouvernants ne cherchent pas à résoudre cette problématique, non. Comment vous pouvez vous imaginer? Moi j'habite le quartier du Lac, la montée de la gendarmerie nationale, toute proportion gardée. La route est cassée, totalement brisée. Devant le centre, tout le monde voit, tout le monde regarde. Je salue en passant le maire pour le bon travail qu'il fait. Donc, vous voyez, la route, des gens sont venus, ils ont juste creusé, nous faisant croire qu'ils vont venir mettre le goudron demain. On connaît la stratégie. C'est-à-dire que le marché est petit, il faut le rendre davantage grand. Donc, le prétexte, c'est de venir creuser, comme si demain on va repasser. On sait qu'on est à la veille de la saison de pluie. Dès que la saison de pluie est arrivée, pap, tout le cercle s'est transformé en lac, on connaît la stratégie. Et après, dès qu'on met le doigt dessus, pap, on endort, on croit endormir un peuple qui est hyper intelligent. On va filmer tout de suite les caterpillars, on filme ceci, on dit on va donner aux mairies. C'est pas ce que les gens attendent. Les gens veulent voir la traçabilité, les choses être transformées. Je respecte les maires, vraiment c'est avec amour, ce n'est pas méchant. Mais je sors en vous disant que
parlant de recensement, je suis désolé pour la parenthèse, parlant de recensement, il faudrait amener le peuple à adhérer. Il n'y a pas de mal à faire d'abord stand-by de tout ce qui se passe, repenser, comme l'a dit le colonel tout à l'heure, revoir les approches. Quand on va ramener la confiance et les gens vont comprendre le bien fondé, parce que tu vas prendre le Camerounais lambda, tu lui dis, tu poses la question de savoir à quoi c'est un recensement. Il est incapable de te répondre. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Merci Thomas Mbega. Oh, c'est abécédaire, ça devait passer, ça devait couler comme l'eau de source. Merci. Le professeur Edmond Biloa, on va peut-être aussi faire parler les symboles, puisque l'essentiel, le gros d'œuvre, de la main d'œuvre, justement, de ce recensement-là, c'est la jeunesse. On a quasiment des milliers de jeunes qui ont été embarqués par l'État, il faut bien le préciser, dans une aventure où certains ont même injecté quelques fonds pour voyager, essayer de se faire enrôler ici et là. On passera outre les migmats qu'il y a eu même dans les processus de recrutement. Ils ont été recrutés. Mais aujourd'hui, ils sont quasiment abandonnés. Alors que le numéro 1 Camerounais avait promis un mandat dédié à la jeunesse et aux femmes. Est-ce que le signal est bon, professeur, car les jeunes sont abandonnés comme ça eux-mêmes dans une affaire qui est importantissime pour la République? Non, le signal est très mauvais. Le signal est très mauvais. Merci. Très mauvais. Merci. Parce que quand vous voyez, les médias en parlent tout le temps. Hein. Les réseaux sociaux le font aussi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent du bien de ce processus. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent du bien de ce processus. Où est l'urgence? Et la cheville ouvrière du processus se plaint de ne pas avoir les moyens de travailler. J'ai rencontré un jeune qui m'a dit qu'on lui a donné des instruments qui sont tombés en panne 2 jours après. Donc aujourd'hui, pendant qu'il travaille, il devait donc travailler à la main. Il devait travailler à la main. Donc il n'avait pas les instruments pour travailler. Donc, les instruments qu'on lui a donnés sont devenus défectueux 2 jours après. Vous voyez. Et pour empirer les choses, ils ont commencé à revendiquer ce qu'on leur avait promis, à corps et à cri. Le pire dans ça, c'est que personne ne communique. Personne ne communique. Oui. Les gouvernants ne communiquent pas. Alors, personne n'assume. Le BUCREP ne communique pas. Le ministère de l'économie, du plan et l'aménagement du territoire ne communique pas. Le ministère de l'habitat ne communique pas. Le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales ne communique pas. N'est-ce pas? Eux qui sont aux premières loges et qui devraient nous donner des informations. Vous avez remarqué que lorsque le gouvernement a organisé une conférence de presse présidée par le ministre Sadi, modérée par le ministre Sadi, le ministre de la communication porte-parole du gouvernement, le ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire n'y était pas. Il y a eu des accents qui ont beaucoup fait parler. Et, sauf si je me trompe, il ne s'est pas fait représenter. Et donc, moi, après cette conférence de presse, je n'ai pas eu d'informations du tout. C'était un mauvais signal. Il n'y avait pas une coordination institutionnelle sur l'objectif. Ça semblait montrer que les gouvernants en charge du processus soit n'étaient pas d'accord, soit n'avaient pas été associés depuis le départ, et exercer leur droit de réserve. Mais en tout cas, l'information que le citoyen que moi je suis attendait, je n'ai pas reçu cette information. Vous voyez? Oui. Et je ne pense pas que les autres Camerounais aient reçu l'information que nous attendons. Les Camerounais se demandent pourquoi les enfants, les jeunes, je dis les enfants par rapport à moi, les jeunes qu'on a recrutés, on ne peut pas les désintéresser. Pourquoi les instruments de travail qu'on leur a donnés sont souvent devenus défectueux 2 jours après. 2 jours après. Autant de questions
Et on se pose des questions sur l'issue du processus. Est-ce que les résultats seront pertinents? Ouais. Au-delà de l'issue, professeur, mais qui va assumer ce fiasco? Mais qui va assumer? Puisque non. le Minepat, lui, il va nous dire la question ne se pose pas. moi, je n'y étais Les pas. gouvernants assument. Lesquels? Les gouvernants. Il faudra bien pointer du doigt. Les gouvernants assument. Tous ceux qui devaient gérer le processus doivent assumer. Les ministères que j'ai nommés, Oui. le BUCREP, c'est eux qui doivent assumer. Oui. Comment vous voulez que quelqu'un qui n'était pas partie prenante du processus, il assume? C'est les gens qui étaient concernés au premier chef qui doivent assumer. Est-ce que vous voulez que le ministre de l'éducation, des enseignements secondaires, ou le ministre de l'enseignement supérieur assume? Ce sont les gouvernants qui étaient concernés par le processus. À mon sens, à mon humble avis, Oui. comme je n'ai pas été à ce niveau de gouvernement, je ne peux pas savoir. Mais j'ai l'impression que c'est eux qui doivent assumer. Qu'ils fassent la classification Merci. du SOTR et qu'ils disent qui est au niveau de la vision stratégique, au niveau de la vision opérationnelle, au niveau de l'implémentation tactique, et vous allez voir. Donc au niveau c'est le président qui a la vision stratégique. Oui. Vous descendez, ce sont les sectoriels. On est au niveau opérationnel. Oui. Au niveau tactique, c'est votre BUCREP. Ok. Donc que chacun sache exactement où il a. Donc, on sait même désormais avec la classification qui doit assumer. Qui doit assumer LH Bariga, personne n'assume, personne ne communique. Une affaire bien mal embarquée, mais entre-temps, les 13 milliards sont volatilisés. Une histoire à la camerounaise, LH. Le colonel vous dit, le colonel vous a dit là, Le docteur. le docteur colonel. Non, le docteur, j'aime bien. Le docteur. Ça sera vous coller. Il nous a dit quelque chose de très important, le manque de culture de rencontre au Cameroun. Vous allez voir, hein, ça doit échouer là, c'est fini. Chacun doit aller utiliser ses poches déjà remplies. Personne ne sera sanctionné. Personne ne sera débarqué. sanctionné. Mais imaginez sur d'autres domaines de la vie publique. Il s'est passé beaucoup de choses comme ça. Lors de Covid, on a distribué des milliards aux personnes. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est venu rendre compte. Il y a des ministres à qui on a donné des milliards et des milliards. Oui. Ils ont acheté des seaux à 300, facturés des trucs. Personne ne doit rendre compte. Et mon estimé frère, n'est-ce pas, a dit aussi quelque chose de très important. Le manque de communication pour faire adhérer. Nous sortons quand même d'une crise électorale où une partie dit avoir gagné les autres. Comment l'inscription sur les listes électorales a fait problème. Les Camerounais ont perdu toute culture, c'est-à-dire la confiance aux dirigeants. Quand tu te retrouves avec quelqu'un qui vient encore te demander, mon frère, je vais te poser quelques questions. Il te dit pas tout le cas. La blessure est béante. La blessure est encore là. Ils ont été trop faciles, rapides, de prolonger le mandat des députés, le mandat des conseillers municipaux. Je dis que ce n'était pas le moment de lancer cette opération. Oui. Oui, il fallait le suspendre. Il fallait encore attendre un peu. Oui. Il fallait donner Et du ce temps. qu'on fait de vous, journalistes dans ce pays, la redevance audiovisuelle, c'est la CRTV qui mouvre tout ça. On ne vous associe pas à la communication. Merci. Il fallait expliquer à la population l'intérêt, le bienfait d'un recensement. C'est la base du développement de tout pays. Oui. Merci, cher René. Voilà. C'est ce qui... Ça dit, on ne vous donne rien, on ne vous associe pas, on demande seulement au gars avec quelques petits... Mais on demande à la jeunesse d'être patriote, de travailler quasiment pour rien, alors qu'il y a un budget qui a été prévu. Non, je dis ça, n'est-ce pas, lors de ma première prise de parole, qu'il ne faut jamais, n'est-ce pas, nous parler de patriotisme quand il s'agit des autres. Non. Ces enfants, le matin, quand même, un agent recenseur a besoin de bien déjeuner. Oui. Il a sa femme, laisser quelque chose à sa famille, n'est-ce pas, pour rationner. Il va peut-être autre, aller travailler. Surtout qu'il sait qu'il y a un budget prévu pour ça. Pratiquement 20 milliards. Et qu'il arrive qu'on lui dise, n'est-ce pas, que tu n'as pas ton argent. Mais non. Il doit dépenser de ce petit sous pour payer le taxi. Donc il y a tout ça, je dis, ce manque de communication. Premier échec de cette histoire. Parce que beaucoup de... Si vous alignez 20 Camerounais, Vraiment. vous posez la question, n'est-ce pas, vous ne trouvez pas 2 ou 3 qui vont dire... Ils les ont vus. Sincèrement, c'est que c'est... J'avoue que c'est même le des recensement. journalistes, moi j'en ai vu aucun. Je n'ai vu personne. Je vous dis que la zone de Colbisson, moi je n'ai vu personne. Chez moi,
Il y a l'immeuble là. J'ai demandé à tout le monde. Est-ce que vous avez vu mon absence? Il s'est passé quelque chose. Personne n'a dit on n'a rien vu. Donc comme ça, multiplier ça par le nombre de personnes ici au Cameroun. Là même nous sommes. Oui. À la capitale. Nous sommes les résidents. Imaginez Ambourou, c'est partout. Donc il y a ces deux problèmes. Mais ça, n'est-ce pas, on soulevé. Oui. C'est des choses vraies et sûres. Ça n'a pas été pensé, réfléchi. Il fallait d'abord débloquer l'argent, région après région, département, qu'on distribue d'abord. Que chacun dit, ok, nous avons reçu maintenant, censé satisfaire, n'est-ce pas, non, sur les agents de l'opération, que chacun ait, n'est-ce pas, non, son petit paquet. Merci. Ça pouvait donner quelque chose, non? Merci, Eladj. Jacques-Léon Sawana, est-ce que vous, le Camerounais, vous êtes surpris? Honnêtement, lorsque, à longueur de plateau, on parle du Cameroun, on parle au Camerounais, lorsque vous avez vu les premiers signes, et le professeur Edmond Bilou a fait très bien, je le félicite d'ailleurs pour ça, de rappeler ces absences marquantes lors justement de la conférence que le ministre Sadji avait tenue concernant ce recensement. Il y avait des absences qui ont fait parler. Donc la formation aussi. La formation de ces jeunes-là était censée être payée. Ils n'ont pas reçu le moindre copec. On peut dire que l'affaire était mal embarquée. Même leur transport. Oui, Stéphane, moi, je ne suis pas du tout surpris. Hein. Le grand frère qui est créé le cran sur nos plateaux ici dit souvent qu'il y a carbonate, donc on a l'habitude de faire comme ça. Est-ce qu'on peut s'amuser avec 13 milliards, 13 milliards de francs CFA en fumée? On a eu un premier recensement en 2005. On n'a jamais publié le résultat. Voici un autre 20 ans après et on est en train d'aller tout droit vers le mur. Donc il y a carbonate, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Donc moi je ne suis pas surpris. Vraiment, ça se passe comme ça. Je suis peut-être surpris qu'il n'y ait toujours pas un sursaut d'orgueil. Que les gens continuent de faire comme si le Cameroun leur appartenait, vraiment le peuple est esclave dans son propre pays. Vraiment, ils gèrent le Cameroun. Ils ont partimonialisé le Cameroun. Ils font du Cameroun ce qu'ils veulent. Alors, jusqu'ici, les agents recenseurs se sont adressés au Premier ministre, puisque c'est le Premier ministre qui lançait même justement l'initiative. On n'a pas eu une communication de l'immeuble Étoile. Ne serait-ce pour répondre à ces gens qui sont désabusés sur le terrain. Le Premier ministre n'a pas encore répondu. À ce niveau, à ce haut niveau, très haut niveau de l'État, peut-être, le social devrait parler en ce moment. Mais Stéphane, ce Premier ministre-là, lui-même, il a quel pouvoir? Il n'est que le premier des ministres. Et s'il est véritablement Premier ministre... On ajoute chef du gouvernement. Oui, voilà. Il n'est que le premier des ministres parce que vous savez que certains ministres, parfois... Ça vous engage, hein? Oui, ça m'engage parce que je parle de faits. Moi, j'ajoute chef du gouvernement. Je parle de faits, oui. Je parle de faits. Il y a certains ministres-là qui se permettent parfois de dire certaines choses que le Premier ministre n'accepte pas. Voilà pourquoi moi, j'estime qu'il n'est que le premier des ministres. Est-ce que véritablement vous sentez son pouvoir? C'est de ça qu'il est question. Moi j'ai écouté l'analyse stratégique opérationnelle du docteur Badjak. Mais c'est clair qu'on va tout droit au mur. On se pose la question de savoir, mais que font ceux qui nous gouvernent? Ils font quoi dans les bureaux? Ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas. Ils engagent des choses comme ça, vraiment, aucune vision stratégique, aucune vision opérationnelle. C'est comme si les gens vivent à Mars et puis ils arrivent sur Terre. On ne gère pas un pays comme ça. Il faut un sursaut d'orgueil. Vraiment, 43 ans après, il faut un sursaut d'orgueil. On ne gère pas un pays comme ça. Mais voilà des jeunes qui, lorsqu'on sait que nous sommes dans un pays où le chômage est rampant, et des jeunes comme ça qui se font embarquer par une histoire, je suis même sûr que certains ont payé, parce que vous savez que la corruption, ce n'est jamais loin. Qui se font embarquer par l'État. Par l'État, certains ont payé pour être recrutés. Et puis on se retrouve où ils sont en train de réclamer des miettes. Parce qu'il faut savoir que vraiment, c'est rien du tout. Ah oui. C'est des broutilles par rapport à 13 milliards, 20 milliards par là. C'est des broutilles, c'est que ces jeunes-là réclament. Mais l'argent va où? L'argent va où? Docteur Badjak, la stratégie, la vision est là. C'est peut-être le volet opérationnel qui coince. Lorsque l'on sait que ce n'est pas le premier projet qui va à volo, les exemples d'Olembe sont là pour nous rappeler justement le déficit de management qui pourrait être le nôtre au Cameroun. Comment est-ce qu'on en arrive là à ne pas maturer des projets et à embarquer la confiance? Thomas Mbeya évoque la confiance justement de la population vis-à-vis de l'État, à écorner la crise de confiance, à écorner justement cette parole de l'État, et on espère
cette fusion entre l'État et le peuple, peut-être pour être émergent en 2035? Comment est-ce qu'on construit une relation saine entre les dirigeants et les dirigés avec des manquements aussi clairs en termes de management? Bon, ce que je voudrais déjà dire pour resituer bien le débat, au niveau de la vision stratégique, elle existe plus que le projet. Oui, vous l'avez dit. Voilà, je l'ai dit. Il y a un problème entre les articulations opérationnelles et les articulations tactiques. Okay. Pourquoi? Parce que là, ça a été mal planifié. Dans la planification, justement, il y a la place que prend la communication. Ici, on voit visiblement qu'il a manqué une stratégie de communication. Ah ouais. Je me souviens de cette... à l'époque, là, quand on était petit, combien sommes-nous? Aidez-nous à nous compter. Il devait avoir exactement un plan com qui permette d'avoir des petits spots et tout. Si ils ne veulent pas faire, ils viennent voir mon cabinet, je vais les aider. Je vous fais une consultation gratuite en ce moment. Vous voulez que vous dites comment ça pour l'État? Non, mais pour l'État, vous faites, c'est gratuit. On devait commencer déjà par un audit. Quel est l'état des lieux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi faire ce recensement? À quoi cela va nous aider? Je vous assure qu'on est en train de priver le Cameroun de son grand outil prospectif pour l'avenir, au moment où nous sommes en train de parcourir une véritable dynamique de développement. Aujourd'hui, c'est le cas. Et si je vais aller plus loin, pour ma part, je suis encore au niveau de l'industrialisation que j'appelle de tous mes voeux. Il n'y a aucun pays dans le monde qui s'est développé sans révolution industrielle. Je vous le dis et je vous le redis. Et que juste après, l'économie de biens et de services vient se greffer. Donc je commence par l'audit. Pour savoir ce que... Et c'est l'audit qui va me permettre de faire une bonne planification. De savoir quand est-ce que je dois mettre mon calendrier sur place. Quelles sont les ressources que je dois utiliser? Comment je vais me déplacer? Aujourd'hui, on ne doit pas avoir des gens après 1 mois ou 2 mois de recensement qui viennent vous dire qu'ils n'ont pas été payés. Ça veut dire que mes ressources humaines n'ont pas été mises sur pied. Quand j'ai fini donc cet audit-là, je planifie, je cherche mes ressources, j'exécute alors, je contrôle et j'apporte des corrections. Fantastique. La stratégie n'a jamais changé. Je vous ai dit encore que si jamais il n'y a pas de procès, c'est pour ça que les gouvernants travaillent avec des cabinets. Oui. Exactement. Et pour votre information, je viens d'être audité par l'IA, je fais partie des cabinets les plus percutants du Cameroun en ce moment. Voilà, il faudrait que je vous le dise. Oui. On en a marre aujourd'hui, n'est-ce pas, d'avoir ces gens qui pensent que tout arrive comme ça du ciel et que les séquences, on habite. Non, on observe, on étudie, on se fait petit. On se met dans un contexte d'humilité. À ce niveau, Dr Badjek, puisque au-delà de la stratégie, il y a quand même ce fort soupçon de détournement. Il y a des chiffres qui sont avancés. Ce népotisme qui est constaté, même dans les recrutements et les recenseurs, cet abandon, cette confiance rompue avec le peuple. Oui, donc la confiance, c'est lui qui l'a annoncé. Oui. Je vous dis que je l'ai étudié ici. Les conséquences stratégiques d'un recensement défaillant, la première conséquence, c'est la mauvaise allocation des ressources. La deuxième conséquence, c'est la fragilisation de la prospective nationale. Et la troisième conséquence, c'est la dégradation de la confiance publique. Quand il a dit, j'étais content. Vous comprenez? C'est ça. Le problème aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire? Ne soupçonnons pas des gens quand on ne connaît pas le fond. Peut-être que les fonds ne sont pas arrivés. Et quand les fonds ne sont pas arrivés, il faut dire. Oui, je commence par le projet. Si vous commencez le projet, on dit chez nous, dans mon ancien service, dans mes anciens, on dit une mission des moyens. Vous gagnerez à mettre beaucoup de militaires retraités dans les administrations. On va vous apprendre comment est-ce que on administre, nous les militaires, parce que nous sommes obéissants. Et nous avons des règles qui sont verticales. Une mission des moyens. Si le DG de ceci ou de cela n'a pas de moyens, il appelle encore l'attention de sa hiérarchie pour dire que je n'ai pas de moyens et je ne vais pas réussir cette mission que vous me donnez. Maintenant, si la mission a commencé, on ne fait pas une mission de recensement avec du bricolage. Ah oui. Il faudrait que les moyens soient là, que les ressources humaines que l'on utilise, qu'on les motive au maximum. Qu'on les forme. Et qu'il y ait une bonne organisation. Parce que les résultats qui sont attendus dans un recensement sont fondamentaux pour la prospective du Cameroun. Je vous dis qu'aujourd'hui, moi, je vous ai donné mon référentiel chrysogène. Tout à fait. Et je vous ai dit où on était après le 20 mai. Après le 20 mai, nous avions un RCB qui était légèrement descendu à 6,94 en dessous du pivot
de 7. J'étais très content, je me disais que les choses sont en train de se remettre en place. Vous aviez le politique, la phase était stable. Le sécuritaire, il y avait une légère accalmie. L'économique qui avait 6,9, une pression externe majeure, mais résilience du marché local. Le social, 7, attention à l'ingérence plus opiniâtre des opinions. Et vous avez vu ça avec le viol de la petite, oui. Vous avez vu comment cela se séquence. Et enfin, l'international, l'impact international dilué pour le moment au Cameroun, parce que le Cameroun offre une bonne résilience. Avec ce référentiel que je vois le Cameroun descendre. Oui. C'est dommage que nous ne sommes pas interpellés pour notre travail. Il faut continuer comme ça et irriter les Camerounais, n'est-ce pas, dans des projets qui ne sont pas aboutis. Et vous allez réussir, ça va s'amasser. On va arriver à l'effet final recherché. Je vais aussi vous faire cadeau de l'idée maîtresse et de l'effet final recherché qui est attendu sur ce projet. Merci, Dr Badjek. Thomas Beya. Il y a peut-être des raisons de s'inquiéter lorsque l'on voit des projets qui s'amoncellent et qui n'arrivent malheureusement pas souvent à échéance. Ils sont nombreux dans la mémoire récente des Camerounais. On a évoqué le Covid, on a évoqué Olembe, le recensement, le premier en 2005. Alors, c'est lui, le dernier en 2005, sans résultat. Celui de 2026, on va quasiment sur le même segment. Peut-on dire aujourd'hui que c'est l'ingénierie intellectuelle ou alors la capacité des Camerounais à pouvoir justement concevoir et maturer des projets qui manquent, ou alors tout simplement c'est des éléments endogènes liés à la gouvernance, au management, à la corruption, au népotisme, au favoritisme qui empêchent véritablement l'éclosion de tous ces projets. Je n'irai pas par le dos de la cuillère pour dire que nous sommes devenus un pays champion en grandes annonces. Des grandes annonces, je ne sais pas pourquoi, un stratège comme celui que nous avons sur ce plateau, tout un docteur, comme votre collègue aime bien s'appeler, le sac de modérateur, que je salue en passant. Alors, moi je m'interroge chaque jour sur un certain nombre de problématiques. Je vais illustrer mon propos pour gagner en temps. Allez-y. Ma grand-mère disait que si tu prends une bouteille d'huile et que tu vides ce contenant de son contenu, qu'on le veuille ou pas, il restera toujours un fond d'huile. En d'autres termes, comme pour dire que comment est-ce que moi je peux gérer 13 milliards sans qu'il en reste quelque chose au-dedans. Pas forcément parce que j'ai volé ou parce que j'ai triché, non. Même Empire du Nom dira que la chèvre au bout de là où elle est attachée. Oui. Des camarades pour arracher un sourire parce qu'on était un peu trop sérieux là, riaient souvent au lycée en disant de children Britain une tâche. Ça n'existe pas. C'était juste pour vous arracher un sourire et vous dire ne laissez pas votre cœur céder. Mon frère, quand un peuple n'arrive pas à se compter, quand il refuse même de se compter, c'est assez grave. Est-ce que c'est le peuple ou alors c'est les dirigeants qui ne mettent pas sur pied les génériques pour que les Camerounais se comptent? C'est pour mettre encore le doigt sur la problématique de fond dans votre question, qui est celle de la corruption. Vous avez 10 millions pour exécuter un projet. Exécutez d'abord le projet. D'une manière ou d'une autre, il y aura un reste. Oui. Il y aura un reste. Et c'est ce qu'il faut simplement comprendre. Quand toi tu tues le projet, tu tues même l'argent. Tu es en train de tout détruire. Il n'y a ni projet, il n'y a ni argent. Je suis d'origine bamoise. Oui. Et un peu d'origine est. Est parce que mon père en a fait 65 ans là-bas. C'est un militaire qui a pris sa retraite du côté de Bertois et il a décidé d'aller se reposer là-bas. Il se repose là-bas, son corps reste à l'est. C'est pourquoi je me sens de l'est en même temps d'une bande. Oui. Et tout ça pour dire qu'en fait, quand vous tuez le projet, non seulement vous vous automutilez, vous détruisez la population, vous vous détruisez vous-même, vous attirez la malédiction sur vous. Si on vous a donné 10 francs, exécutez ce pourquoi on vous a donné les 10 francs.
C'est aussi simple à comprendre. Est-ce qu'à ce niveau, on ne peut pas dire que c'est aussi le déficit de sanctions qui continue à favoriser et susciter ce type de comportement? Il y a cet de élément. mismanagement qui est constaté au Cameroun. Il y a cet qu'il élément. y ait justement autant de projets sur lesquels l'État du Cameroun investit énormément. On parle quand même de 13 milliards. Jacques Léonce a dit 13 000 millions. On est aujourd'hui le 29, personne ne se prononce. Le professeur évoque des sectoriels où personne ne dit mot. La semaine prochaine, on sera pas autre chose. J'ai envie de dire en d'autres termes, qu'est-ce que ça me rapporte que vous mettiez quelqu'un 25 ans en prison sans que je ne voie l'argent? Si quelqu'un a pris l'argent, vous pouvez l'amener à payer le salaire social en lui donnant 2 ans ou 5 ans. Mais récupérer l'argent, on ne va pas rentrer dans des méthodes que certains sollicitent. Oui. Nous sommes en pleine démocratie. Où moi j'ai vu gamins en 75, 76, on fusillait les gens. Ah oui. Vous avez volé, vous êtes condamné à mort, vous êtes fusillé. Ça reste encore dans mon cerveau. Est-ce qu'on va revenir, on va faire un rétropédalage vers ce type de détails? C'est vrai que la peine de mort n'a jamais été abolie. Hein. Oui, mais son effectivité, non. On l'exécute sous cap quand on veut régler un compte. En passant, je ne juge personne, je n'accuse personne. Qui sait si au sortir de ce studio, je ne serai pas interpellé pour être questionné. Non, la vérité est que nous suffoquons. Et cette corruption-là, elle est endémique, elle commence dans notre foyer. Bon, aujourd'hui, je ne lève peut-être plus les enfants parce qu'ils sont tous grands, chacun est parti chez lui. Oui. Ok? Mais quand vous commencez à partir du foyer à dire, bébé, va laver le sol, je vais te donner le bonbon. Je vais te donner le bonbon, viens faire quoi? Dans l'ordre intimé à l'enfant d'aller laver le sol. On se met à entretenir ce genre de choses. Et je me suis retrouvé sur des grandes tables, des tables de grandes autorités, où on dit aisément, je vais t'acheter ce concours. C'est un détail ça. Quand vous parlez ouvertement, non, il y a des volets où l'Église a sa responsabilité, l'État, qui est toi et moi, avions nos responsabilités. La responsabilité est partagée. Cette problématique de corruption, moi, avant de l'attaquer au fond, oui, honnêtement, je m'arrête là, franchement, disons-nous, quand on m'a donné 10 francs pour faire un travail donné, priorité à ce travail. Et après, on voit ce qu'on peut faire après. Merci. La bouteille de l'huile. Merci. La bouteille d'huile. Professeur Bilois, on sort doucement. Comment est-ce que vous entrevoyez la fin de cette affaire? On restera sur ce qui est dit là. Personne ne dira mot. On attendra, on va dire 2005-2026. Même panier, zéro résultat, argent évaporé. Ou alors, le sursaut souhaité par Jacques Léonce pourra s'opérer et peut-être on aura quelques chiffres. Bon, il faut reconnaître ses erreurs. Dans ce qui, les anciens disaient que l'erreur est humaine, c'est persévérer qui est diabolique. Oui. Donc, si le processus n'a pas été bien mené, il faut reprendre là où il n'a pas été bien mené. Tout annuler. Il faut le reprendre là où il n'a pas été bien mené et le faire jusqu'à ce qu'il soit bien fait. Fantastique. Il ne faut pas qu'on persévère dans l'erreur en faisant croire que le processus a été bien mené. Vous voyez? Comme les dirigeants ne communiquent pas sur le processus, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais on a les exécutants, ceux qui étaient sur le terrain, disent que ça n'a pas bien marché. Forcément, les résultats ne peuvent pas être adéquats. Donc, moi je pense que si on n'a pas fini le recensement, qu'on reprenne là où on s'est arrêté, oui, pour finir le recensement. Parce qu'on n'aura pas de bons résultats, par conséquent. Alors, si on vous disait, professeur, qu'on ne s'est arrêté nulle part, puisqu'il n'a jamais commencé. Bon, voilà, il faut donc recommencer. Il faut donc recommencer. Hein? Où est-ce qu'on trouve l'argent? Mais l'argent qui était prévu, il n'a pas été utilisé. Vous êtes sûr qu'il y en a encore? Il n'a pas été utilisé puisque les jeunes qui ont été recrutés
n'ont rien reçu. Ils n'ont pas reçu le transport. Ils n'ont pas reçu l'argent de la formation. Apparemment, ils n'ont pas reçu leur rémunération. Donc, logiquement, l'argent devrait être là. C'est de vrai. L'argent devrait être là. Merci. On sait qu'il n'est plus là. On sait qu'il n'est plus là. Alors, il doit être là. Vous ne pouvez pas aussi être péremptoire. Vous ne pouvez pas aussi être péremptoire. Professeur, parce que je ne pense pas que l'argent de la Banque mondiale puisse disparaître comme ça. On va souhaiter, professeur, sur ce plateau, que l'argent soit encore là et que, justement, on puisse repartir avec le projet. Ce qui a été dit sur ce plateau a abondamment, fortement interpellé les Camerounais. Ils ont réagi. On va prendre 2 ou 3 réactions très rapides. Celles qui mettent en avant l'expertise sur ce plateau. Bonsoir Stéphane Barga et tout le panel. Un grand bravo au Dr Badjek pour l'efficacité remarquable de son cabinet. Le thème d'aujourd'hui touche le cœur du problème. Ce recensement est un échec prévisible. Ici même à Yaoundé, personne n'est passé chez moi. Pourquoi continuer à contracter de lourdes dettes pour simplement recenser notre pauvreté sans impact réel? L'incongruité majeure de cette méthode classique est qu'au moment où les résultats sortent, les données sur le terrain ont déjà changé. On pilote le développement avec les chiffres du passé. C'est pourquoi j'ai proposé au gouvernement une rupture. Le système MECEN, MEC2EN, propulsé par la technologie Sovera, contrairement à cette photographie figée et coûteuse. Le système permet un recensement dynamique et en temps réel. Merci à vous, Célestin Megueux, inventeur du système. On aura le temps d'échanger. Peut-être votre proposition parviendra aux oreilles de ceux qui sont en situation de responsabilité. Bonsoir, monsieur le modérateur. Moi, je suis à Soie. J'ai toujours pas reçu une équipe du Bucrep. Merci à vous, Prosper, pour la contribution. Le Cameroun perd espoir, un pays dans lequel la corruption et l'opacité règnent. Malheureusement, prenons cette réaction. Bonsoir Stéphane, je suis désolé et meurtri de l'écrire. La médiocrité et la misère morale sont l'ADN du RDPC. Le Cameroun est l'un des rares pays africains qui est incapable d'avoir un avion. Je précise que la contribution ne vient de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça le problème. D'avoir un avion présidentiel, un conseil des ministres hebdomadaire présidé par le président de la République. Aucun homme doté de raison rationnelle ne peut dire où va le Cameroun. Merci à vous, cher monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment vous expliquez que le pays est très foiré au point de ne plus pouvoir payer les salaires? Quand vous parlez de recensement, vous trouverez les fonds nécessaires comment? C'est une interrogation, mais le Cameroun n'en est pas encore là. Bonsoir Stéphane et tout le panel. Le fiasco autour de ce recensement vient une fois de plus confirmer le manque de sérieux et l'avarisme de nos dirigeants. Aucun secteur ne fonctionne dans notre pays. Pour ma part, c'est la faute au chef de l'État, car cet acte devrait attirer son attention sur le remaniement s'il se soucie vraiment de ce pays et des jeunes. Aucun effort n'est aménagé pour encourager les jeunes. C'est vrai que les jeunes sont un peu confus. Bonjour panel, si la vision stratégique est là, mais que à l'opérationnel et en avant aux tactiques, ça ne donne pas, alors qu'on a demandé les moyens et qu'on n'a pas obtenu le résultat, on remonte la chaîne et on frappe. Si on le fait le plus souvent, les gens seront efficaces. Emmanuel, depuis Ahala, merci pour la contribution. Bonsoir le panel. Le docteur Badjek a oublié de dire que celui qui a la vision stratégique a le devoir de contrôle. Il doit s'assurer de l'implémentation et de la vision. S'il reste muet et inerte, on peut assimiler cela à de la complicité. Ça devient une habitude. Ce type de fiasco et jamais les sanctions ont suivi, sinon les récompenses. Le problème aujourd'hui, c'est l'impunité. Docteur Badjek, je vous permets de réagir sur cela. Oui, disons que, en fait, c'est le degré de responsabilité d'une action. C'est-à-dire que vous êtes dans une compagnie, je vous donne un exemple, et vous avez un élément de cette compagnie qui a fait une soldatesque, que vous en êtes responsable. Moi, ce que je voudrais dire là, c'est que le fait de ne pas être capable de venir au niveau de la correction, au niveau du retexte, aujourd'hui, crée un sentiment d'impunité qui fait qu'un projet peut se noyer comme un autre. Moi, je conviens avec lui que, écoutez, on a élu un chef de l'État pour ses résultats et pour ses promesses. D'accord?
Mais là aussi, il va vous dire qu'il a son temps aussi pour frapper. Ce que je veux dire, c'est que je regrette que l'organisation du territoire, qui permet également la bonne sécurité, ne peut pas permettre de faciliter. Si moi j'étais à leur place, je me serais reposé sur appuyé sur l'organisation. Sur les CVUC par exemple. Oui, par exemple, ou les sous-préfectures, les préfectures, parce qu'ils maîtrisent mieux le terrain. Donc c'est par là qu'on devait commencer. Et je vous dis que ça manque de planification, ça manque d'audit au départ. Parce que quand vous menez un projet de ce genre-là, quand vous parlez par exemple de la vision stratégique, moi, je ne sais pas. La vision stratégique du chef de l'État, par exemple, c'est celle de développer le Cameroun et d'avoir des villes propres. Vous n'allez pas me demander au chef d'État d'aller ramasser les poubelles dans une ville. Le téléspectateur responsable. Le devoir de sanction aussi. Tout à fait, le devoir de sanction. D'évaluation. Donc, il y aura une impunité sur des cas de ce genre-là, parce qu'en ce moment, eh bien, tant qu'il y aura de l'impunité, eh bien, il n'y aura aucun projet qui sera abouti. Merci docteur. On va dire merci à Massok Thomas qui nous a aussi abondamment écrit. On prend le break puisqu'il faut parler du Cameroun tel qu'il est vécu aujourd'hui et de ces tensions sociales. On les évoque dans une minute après le très léger break. Retour sur le plateau du Grand Soir, nous migrons dès à présent sur ce que nous avons qualifié de tensions sociales. Elles s'amoncellent. Pêle-mêle, on peut évoquer la crise du nozo, on peut évoquer le chômage des jeunes, le coût de la vie, on peut évoquer moult situations qui amènent justement les Camerounais à s'interroger, mais aussi le gouvernement à prendre des actes, à poser des actes. Mais est-ce que ces actes, lorsque justement on évoque par exemple les incertitudes liées à la vie politique, Jacques Léonce, est-ce que vous pensez que ce qui a été proposé par le gouvernement du Cameroun est de nature à rassurer les Camerounais quant à la stabilité du pays, puisque c'est une tension aussi qui justement amène les Camerounais à se poser de nombreuses questions? Absolument pas, Stéphane. Moi j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes dans un pays où le président a 93 ans. Lorsqu'on a 93 ans, vous convenez avec moi que ça devient très compliqué pour une personne de 93 ans d'être active sur le terrain. Voilà pourquoi j'imagine qu'on parlait tantôt d'une affaire où on va bientôt plonger dans l'eau via carbonate parce qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanctions. Parce qu'on a un président qui a 93 ans quand même. Donc, quand on a cet âge-là, on est préoccupé par ces petits bobos. Vraiment, c'est quand même le travail institutionnel. Jacques Léonce, qui est là pour accompagner le président. Oui, mais c'est lui qui a la vision stratégique. Et celui qui est censé contrôler l'implémentation de cette vision stratégique. Quand il ne le fait pas, vous comprenez que nous serons dans un règne de l'impunité. Les gens feront ce qu'ils veulent. Il y a aussi que, Stéphane, on sort d'une élection présidentielle où M. Paul Biya a été réélu à la tête du Cameroun. Lorsque nous sommes déjà 6-7 mois après l'élection présidentielle et qu'il n'y a toujours pas un mouvement sain de l'appareil administratif du Cameroun, il nous a promis le remaniement dans les prochains jours. Ce n'est jamais arrivé. On attend, mais finalement, on va attendre jusqu'où? Dans des pays sérieux, lorsqu'un président a été réélu, la première chose qu'il pose, le premier acte politique qu'il pose, c'est qu'il réorganise son administration. Il fait un remaniement. Il nomme des gens qui vont implémenter sa nouvelle vision. Donc pour vous, il y a lieu de s'inquiéter? Il y a véritablement lieu de s'inquiéter parce que, Stéphane, on a passé tout un septennat avec un même gouvernement. Je crois que ce n'est jamais arrivé auparavant. M. Biya n'a jamais passé un septennat avec un même gouvernement. Les gens sont à 7 ans, 8 ans. 20 ans. Donc, vraiment, on a des ministères où des gens ont fait 20 ans au même poste, 22 ans. Quand on est dans un tel pays, vous pensez vraiment que c'est de nature à rassurer les Camerounais? Que non. Voilà pourquoi on a l'impression qu'il y a de l'électricité dans l'air. Les Camerounais portent en eux les frustrations de cette gouvernance presque sacrificielle
qui est menée par M. Biya et ses amis. Vraiment, lorsque vous marchez à route, lorsque vous entrez dans un taxi, parfois vous dites bonjour, personne ne vous répond. Oui. Parce que les gens vous disent que bonjour ne résout aucun problème. Les gens sont de plus en plus nerveux. Les gens sont nerveux. Pour un rien, ça va dans tous les sens. Ça s'embrasse, ça va dans tous les sens. Parce que nous sommes dans un pays où très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien. Très peu ont tout pris. Monsieur Biya, ces gens ont patrimonialisé l'État du Cameroun. C'est devenu leur patrimoine. Lorsque quelqu'un fait 22 ans dans un même ministère, lorsque vous allez au portail, vous commencez à parler le patron au portail. Vous allez en patron au portail. Donc vraiment, ça devient son affaire. Lorsqu'on est dans un tel pays, est-ce que ça peut rassurer les Camerounais? Ça ne peut pas rassurer. Donc, les frustrations s'amoncellent, les frustrations davantage habitent les Camerounais. Les Camerounais vivent quotidiennement avec les frustrations. Merci Jacques Léonce. El Hadj Ibrahim Maïriga, tension sociale, les réponses du gouvernement. Il y a des aspects qu'on pourrait aussi interroger. Très rapidement, nous avons la crise anglophone dont le pape avait fait grand écho. On est quasiment à 9 ans aujourd'hui. De ce côté, on a l'impression que c'est un statu quo avec quelques incursions sporadiques, mais qui ne résolvent pas le problème au fond. Peut-on penser véritablement que les réponses qui ont été données par l'État du Cameroun, via le grand dialogue, via ce processus qui singularisait plus ou moins ces régions-là et les mettait en avant, est-ce que ces réponses ont parlé aux populations et aux leaders de ce côté? Non, nous ne croyons pas à ça, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, n'est-ce pas, juste après le départ du pape, il y a eu des incursions, il y a eu des meurtres, partout là, des attaques. Certes, la parole du pape doit accuser, mais la solution ne doit pas venir du pape, elle doit venir des dirigeants, qu'ils prennent, n'est-ce pas, soit en main. Si nous parlons de la tension sociale, cela est lié à beaucoup d'événements, beaucoup de choses, de facteurs. L'économie au Cameroun aujourd'hui, c'est étouffant là. L'emploi des jeunes, le sous-emploi des jeunes, la vie chère. Il y a tout ça dans ce pays aujourd'hui. Et quand les dirigeants s'adressent à ce soi-disant peuple, parce que nous, Camerounais, je ne sais pas si nous sommes considérés comme un peuple. Est-ce que vous pensez que les dirigeants s'adressent à eux? Est-ce qu'il y a une communication de nature ou alors permanente qui permette à ce que les populations, le peuple soit mis au courant des orientations des dirigeants? Est-ce qu'il y a une communication qui intègre le peuple dans ce qui est fait aujourd'hui au Cameroun? Si c'est même fait, c'est avec trop de condescendance, du mépris. On vous fait comprendre qu'il n'y a rien, que le pays évolue, que tout marche. C'est ça le véritable problème. A dit une communication sincère pour appeler au peuple d'adhérer, de comprendre, n'est-ce pas, que ce n'est pas une crise peut-être au Cameroun seulement, que c'est un tout mondial. Et qu'on fait des choses, n'est-ce pas, pour pouvoir s'en sortir et puis améliorer votre condition de vie. Je dis que quand ceux qui se permettent même de le faire, ils viennent le faire avec tellement de condescendance, ils disent qu'eux, ils travaillent bien. Souvenez-vous de la communication du EG de la présidence, quand ils venaient distribuer les médailles, avec l'échec de ce qu'on appelle, comment on appelle Olembe. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Que tant pis aux jaloux, tant pis aux ceci qui ont voulu, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, le chef de l'État les a accordé des médailles. Bon, quand vous communiquez à un peuple qui voit la réalité en face de lui, aujourd'hui, où en sommes-nous? Voilà les Sada qui est en train de tomber. Mais ils ont reçu des médailles. Bon, quand vous voyez des dirigeants comme ça, qui viennent vous menacer, pour pas que vous sortez, vous revendiquez quelque chose, quelqu'un sort, il vous dit qu'il va vous envoyer les serpents, il va vous envoyer ceci pour vous écraser. Mais nous sommes dans quel pays ça? Donc la communication, même à ce niveau, elle est mal faite avec trop de mépris. Ils oublient qu'ils sont les employés, les serviteurs du peuple. Et c'est que vous-même, journalistes, vous refusez de dire, sur le comme plateau de télévision, radio, le peuple camerounais a besoin d'une éducation citoyenne, qu'ils comprennent d'abord. Oui. À partir du président là, qui mais est le président. affamés d'un point d'oreille, ils vont comprendre comment. Mais c'est pour ça qu'on affame les gens, on ne pourrait pas s'intéresser. Qu'ils apprennent, qu'ils savent que le président de la République, c'est l'un des Camerounais à qui vous avez donné votre pouvoir de vous diriger. Le bien du Cameroun n'est pas pour lui. Interroge 100 Camerounais, 99 ne savent pas que le président est payé. Le président, comme n'a jamais renoncé à ce droit, on est d'accord?
Et s'il part de là, il aura sa pension, sa retraite, Tout à fait. comme le docteur. En tant que serviteur. En tant que serviteur, il a été recruté au Cameroun comme contracteur d'administration. Bien qu'il aujourd'hui occupe un poste électif, mais il reste informé, il est payé. Même si dans d'autres domaines, il s'est fait même payer. Mais il a d'abord un salaire. C'est vous qui le dites, vraiment. Qu'est-ce que tu racontes, Capou? Je dis que c'est mauvais, n'est-ce pas, l'esprit de l'homme camerounais. La peur de dire des choses aux Camerounais, au peuple camerounais comprend. Quand vous allez jeter votre bulletin, vous avez choisi une personne à qui vous avez donné votre pouvoir. Merci. Et c'est à lui qui a le devoir de nous rendre compte. Pas aux personnes qu'il a fait venir, qui viennent mentir, qui lui mentent lui-même, parce qu'il ne lui montre pas de vraies informations compte tenu de leur échec. Merci Eladj. Voilà. C'est vrai que les tensions s'amoncellent, Thomas Mbega. Le coût de la vie, elles sont nombreuses. Les délestages, personne n'en parle. Mais c'est une réalité qui frappe de plein fouet les Camerounais. La justice aussi, on a l'impression que la justice devient une affaire de certains. Est-ce que les réponses, selon vous, sur ces aspects évoqués, par exemple, on a eu la réponse sur Cadel pour le délestage au Cameroun. Est-ce que vous êtes satisfait par rapport à cette réponse du gouvernement? Soit dit en passant, hein, la réponse Socadel n'est pas d'abord la réponse du délestage. Hein. Parce que, mine de rien, on ne s'est pas rendu compte que le chef de l'État a réussi un pari. Oui. C'est lui de récupérer cette société que nous avons perdue à un moment où certaines institutions que je n'ai pas envie de nommer ici nous imposaient un certain nombre de détails sur lesquels je n'ai plus envie de revenir. Donc, sur ce plan-là, chapeau au chef de l'État qui a réussi à nationaliser quand même l'électricité. Imaginez-vous, l'électricité d'une nation, c'est un domaine de souveraineté fort. Et que ce soit des étrangers qui soient pilotés un point. Alors, vous le dites, vous êtes... ça, c'est en passant. Je sais nuancer mes propos, je sais être dur. Oui. Ok. Les Camerounais vous regardent. C'est qu'on fait quelques jours avec toi sans électricité, il pourrait je ne peux pas du tout apprécier. Circonspect de vos propos. Ça, c'est un autre détail. C'est pourquoi, répondant à ceux de Berthois, j'ai dit ici qu'on a annoncé à grande pompe Lompanga. Et les gens attendent voir les fruits, des méquines, et j'en passe. Si ça traîne, on trouve toujours des raisons. Sur ce plan, j'ai tapé. Donc, Berthois a reçu son bout de fleur. Oui. Alors, revenant sur la problématique des tensions, les yeux dans les yeux devant la caméra, le Cameroun brusse. Il brusse de frustrations multiples. Multiformes. Oui, on a beau étouffer, on a beau retarder, on a beau saupoudrer, faire un vernissage. La marmite bout. On n'a jamais éteint. C'est un feu qui bout au-dedans de nous. Il n'y a qu'à voir les réactions, les éléments de langage par nos attitudes. Oui. C'est pourquoi j'ai trouvé ce verbe-là. Le Cameroun brusse. Il brusse de ses frustrations jusque dans les foyers, dans les maisons. Ça, le constat est clair. Maintenant, vous dites tension sociale au Cameroun, des bonnes réponses du gouvernement. Moi, je veux reposer la question de savoir est-ce que le gouvernement répond avec justesse. C'est là où se situe, moi, mon souci. Oui. Il y a des réponses. Mentir ici ou bien vouloir faire croire, comme certaines personnes qui veulent faire croire qu'il n'y a pas de solution. Il y a eu des solutions. Il y a eu des solutions à plein de choses, à plein de problématiques qui se sont posées. Mais, tout en disant merci, on dit qu'on veut encore. Alors, moi, il y a des approches qui manquent de justesse. Le thème que nous avions évoqué a démontré tout à l'heure comment ça manque de justesse. Oui. Je n'ai plus besoin, n'est-ce pas, de développer un certain nombre de frustrations. Je sors en vous donnant un exemple simple. Moi, je suis... Très rapidement. Très rapidement, je suis DP d'un journal qui a 5 ans d'existence. J'ai voulu prospecter très rapidement autour de ce journal. On m'a demandé un dossier fiscal. Je suis allé créer une entreprise. J'en avais déjà 2, mais j'ai créé une autre entreprise. Ça fait 3 entreprises. Alors,
tu as des frustrations telles qu'on te parle, par exemple, entre guillemets, d'aide à la presse. Va voir le dispositif qui est placé exprès, juste pour te disqualifier à cette aide. C'est des méthodes qui doivent pouvoir changer. Justice pour tous. Mais bien entendu, il n'y a rien de plus frustrant de se rendre compte que quelqu'un qui n'a rien à voir avec le journalisme est allé émarger à la place des journalistes. Vous trouverez ça dans tous les corps de métier où on s'arrange à clochardiser des gens. Moi, je ne me cache pas, je disais à des hautes personnalités avant d'arriver sur ce plateau, dans mon portable, vous voulez qu'on meure? Vous voulez qu'on suffoque? Même une petite insertion, c'est-à-dire des gars s'arrangent, viennent discuter même les insertions avec les journalistes et ils rient d'eux et balancent souvent petits journalistes, même les petites insertions. J'en profite pour tirer un coup de chapeau à quelqu'un qui fait un travail extraordinaire du côté du MINDEF. Je salue le MINDEF et d'autres qui emboîtent le pas et qui nous donnent souvent un peu de respirer. Je ne pouvais pas sortir de ce plateau sans plaider pour Info TV, sans plaider pour mon corps de métier. Merci. Ces frustrations doivent pouvoir être dissipées. Il faudrait que justement les tenants du pouvoir pensent. Il n'y a pas de honte à dire sur votre plateau que j'ai faim. Donnez-moi à manger. On a compris. Merci. Docteur Badjek, frustration multiforme, Elsa Moncel, les questions de gouvernance, les questions de management, vous les avez amplement évoquées ici. Mais lorsqu'on avance et que l'échelle commence elle aussi à rougir, il y a quand même de s'inquiéter en termes de gouvernance, de vision et surtout de management. En fait, nous sommes dans une période d'urgence. Je voudrais que l'on m'écoute avec beaucoup d'humilité. La première chose, c'est qu'il faut qu'on classifie les signaux faibles. Oui. Vous avez premièrement la paupérisation qui est galopante. Vous allez vous rendre compte que 1% de la population camerounaise détient 99% de la richesse. C'est un élément fondamental. L'emploi jeune, le délitement du tissu social, la déliquescence des infrastructures, l'augmentation de la violence, tout cela va créer donc ce qu'on appelle un décollement du haut consentement national. Ça, c'est le compartiment maintenant de la population. Le compartiment maintenant de la gouvernance, eh bien, il faudrait beaucoup plus de sobriété, beaucoup plus de pertinence, beaucoup plus de patriotisme, beaucoup plus d'opiniâtreté, beaucoup plus d'efficacité. Et il y a une praxis de la communication qui devrait changer. Oui. Il y a un porte-parole du gouvernement. Ça fait un peu, excusez-moi le terme, bordel. C'est-à-dire que tout le monde parle dans tous les sens. C'est eux qui ont la lettre de mission. Non, il faudrait qu'on rentre dans une praxis orthodoxe. Revenir à revenir au porte-parole du gouvernement qui dit les choses. Et je vais vous dire que plus il les dira de manière pensée et avec le verbe qu'on lui connaît, mieux l'État, la gouvernance va se faire comprendre. Et au fur et à mesure qu'on va donner des signaux d'arrogance et d'autres choses, voilà, de démonstration, si vous voulez, ostentatoire de ci ou de ça, et bien plus la société va se décoller. Et faites très attention. Le décollement au consentement national, c'est un marqueur extrêmement important dans le FCB. Pourquoi? Parce que lorsque le juge prononce une sentence, vous savez pourquoi j'exécute la sentence? C'est parce que j'estime que ce juge-là, n'est-ce pas, est muni de la disposition régalienne de la justice. Si jamais je n'y crois plus, dès que le juge se dit je fonce sur lui avec une machette, je le découpe. Il faut éviter que, n'est-ce pas, la population aille dans ce sens-là, parce qu'on risque de glisser vers un pays failli. Merci. Professeur, vous êtes formateur de jeunes. Lorsque vous regardez la jeunesse au Cameroun, peut-être il y a des lieux de s'inquiéter. Est-ce que ce corps social que vous avez, vous, au RDPC, souvent mis en avant, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il a encore une priorité? Le premier sujet nous a abondamment rappelé la condition qui est la sienne. Est-ce qu'il n'est pas temps de se réveiller un peu, comme le préconise le docteur Badjek? Oui, en ce qui concerne les jeunes, je crois que le chômage est préoccupant. Le chômage est préoccupant. En 2018, le président Paul Biya avait dit qu'il ferait tout pour que les conditions de vie de la population s'améliorent. Oui. Et en 2025, il a dit que le mandat de 2025 serait pour les jeunes et les femmes. Serait consacré aux jeunes et aux femmes.
Donc c'est une préoccupation constante. La jeunesse constitue la majorité de la population du Cameroun. Et elle est affectée beaucoup plus par tous les maux dont souffre le Cameroun, parce qu'elle est beaucoup plus fragile. Donc, il faut travailler à insérer les jeunes socio-professionnellement. Oui. Pour les insérer, il faut développer le tissu économique. C'est pas déjà entendu? Non, c'est le b.a.-ba. Il faut industrialiser le pays. Il faut industrialiser le pays. Il faut que le pays s'industrialise pour qu'il y ait beaucoup de possibilités pour les jeunes de travailler. Oui. Vous voyez. Et tout à l'heure, à juste titre, le docteur Badjek a dit qu'on ne peut pas se développer sans s'industrialiser. N'est-ce pas? Je dis souvent que les pays africains doivent cesser d'être des comptoirs coloniaux qui vendent seulement les matières premières. Il faut que nous transformions les matières premières sur place. Ça va créer beaucoup d'emplois. Donc les pays comme la Côte d'Ivoire et les pays comme le Ghana qui ont décidé de transformer le cacao et le café sur place sont sur la bonne voie. Les pays comme le Botswana qui a décidé de transformer tous les minéraux sur place sont sur la bonne voie. Okay. Nous devons transformer toutes les richesses que nous avons sur place. Ça va employer beaucoup de jeunes. Merci, et ça va nous donner beaucoup de moyens pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Merci, professeur, pour ce message, cette adresse à ceux qui sont tenants du pouvoir et surtout à la jeunesse, qu'il ne faudrait certainement pas désespérer. Il y a des choses qui arrivent pour les jeunes au Cameroun. Lorsque je l'ai dit, je vous dis merci, cher monsieur, d'avoir répondu présent à cette édition du Grand Soir. Vous n'avez pas bougé pour ce qui est des téléspectateurs, puisque dans 8 minutes, pratiquement, ce sera le journal en langue anglaise, en langue de Shakespeare. 20h, autre grand moment d'actualité sur Info TV. Nadège Fouejo sera là pour le compte rendu en termes d'information. Vous n'avez pas manqué nos principaux rendez-vous, libre expression dimanche, lorsqu'il sera 11h30, je l'aime souvent le dire, c'est le grand débrief des principaux thèmes d'actualité de la semaine. Nous sommes sur Info TV, nous sommes au cœur de l'actualité. Bon début de week-end et bien le bonsoir.